Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour 2h30 de direct pendant lesquels vous allez pouvoir prendre la parole autour de sujets qui vous concernent, qui vous touchent, qui vous indignent peut-être, qui vous rassemblent. La ligne est ouverte au 39 21 et jusqu'à 1h du matin, Paul et Amandine vont se faire un plaisir de vous y accueillir sous le regard complice de Philippe Chartier qui officie en régie. Et nous vous invitons à réagir à tout ce qui se dit à l'antenne, par mail, europe1.fr, sur la page Facebook ou encore par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Europe 1. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, j'adorais votre émission, donc ça fait... En suivant le match ou pas? Alors pas du tout, je suis pas trop foot moi, donc je suis désolé, mais... Ah non, vous n'avez pas à être désolé, non, c'est pareil, je suis pas trop foot non plus, donc très bien. Non, vous auriez pu être affecté par la défaite, mais c'est pas le cas, donc vous allez pouvoir comme ça entrer d'entrée de jeu dans votre sujet. À vous. Exactement. Donc effectivement, j'adore votre émission, ça fait des mois que ça me démange de vous appeler, parce que, tout à fait. En synthèse, en fait, moi je suis séparé depuis 6 ans, divorcé officiellement depuis 2-3 ans. Oui. J'ai eu une relation en fait extra-conjugale au travail avec une collègue. Mon ex-épouse s'en est aperçue parce que j'ai pas été un gros malin et que je pense que c'était pas ma culture d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ça fait 20 ans que j'étais en couple et que c'était pas arrivé, donc j'étais plutôt heureux dans ma vie. Et ma femme s'en est aperçue, c'est parti assez rapidement, assez violemment de sa part dans des crises un peu, enfin pas un peu d'ailleurs, carrément hystériques. Beaucoup de violence verbale, de la violence physique, enfin bref, donc ça a été assez tonique. Et puis, l'histoire a fait on s'est effectivement séparés, divorcés, et puis tout ce qui peut être assez classique dans le cadre d'un divorce. Mais cette histoire avait une importance particulière pour vous, cette histoire extra-conjugale ? Non, sincèrement, je pense que j'étais dans une période où effectivement j'avais un job qui était plutôt intéressant, j'avais un poste qui était assez en vue dans la société où j'étais. Et je venais d'arriver dans cette société où ça a plutôt pas mal marché, donc je me suis retrouvé un peu surexposé et je pense que j'étais en lévitation et que j'ai perdu le sens de l'essentiel et que je me suis laissé emmener dans une histoire qui n'était pas forcément celle dont je rêvais. Et je pense pas honnêtement que c'était une histoire que je voulais, que je désirais. C'était plus pour me prouver ou pour... En tout cas, c'était un croisement de plusieurs facteurs et de plusieurs choses en même temps qui ont fait qu'effectivement... je me suis retrouvé... Je rejette la faute sur personne parce que je suis le premier acteur de cette histoire, donc j'assume complètement ma part de responsabilité. Il n'empêche que du coup, je me suis retrouvé effectivement dans une histoire qui a pris des proportions que je pense que je n'ai pas voulu ou je n'ai pas souhaité ou je n'avais pas imaginé. Et donc, bref, tout ça après 20 ans de mariage où j'étais plutôt heureuse dans ma vie familiale, tout allait plutôt pas mal. Donc ça paraît peut-être très paradoxal pour qui peut le regarder un petit peu de haut. N'empêche que c'était quand même la femme de ma vie, avec mon ex-épouse. Et que du coup, si vous voulez, j'ai beau avoir eu d'autres histoires, je n'arrive pas à sortir de cette histoire en fait, qui me rend malheureux a posteriori, qui me navre et je sais pas comment en sortir en fait. Parce que vous pensez toujours beaucoup à elle. Enfin, vous dites d'ailleurs, vous faites le constat que c'était la femme de votre vie, comme si vous étiez passé. Ouais, clairement. Ouais. Donc un sentiment de gâchis. Ouais.
Ouais, alors en fait, il y a plusieurs choses. C'est que de toute façon, on a eu des enfants ensemble, donc forcément, les enfants vous ramènent de toute façon à cette vie passée mécaniquement, et c'est pas un souci. Mais Mais c'était si, c'en est un, parce que vous êtes obligé de maintenir un lien. Je sais pas. Donc, Oui, vous avez raison. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, c'est que de toute façon, j'ai vécu 20 années de bonheur. Donc du coup, si vous voulez, les enfants plus tout le reste font que de toute façon, je n'ai que des bons souvenirs de ces années passées ensemble, et que j'ai l'impression d'être scotché sur la ligne de départ ou d'arrivée, et que j'arrive pas à passer à autre chose. Et que, en fait, c'est souvent, comme j'écoute très souvent votre émission, j'entends effectivement d'autres auditeurs qui disent, vous avez parlé des rêves, des choses comme ça. Et moi, clairement, ça fait partie du panorama. C'est-à-dire que moi, je rêve souvent, effectivement, d'elle. C'est pas des rêves très érotiques, c'est des rêves de la vie courante où je me retrouve dans des situations avec elle, classiques, si vous voulez, comme si la vie oui, où continuait. vous êtes ensemble. Dans vos rêves, vous êtes toujours avec elle, en couple. Tout C'est à fait. des scènes de la vie quotidienne avec elle. Exactement. Exactement. Et donc, voilà. Alors, moi, j'ai un schéma, si vous voulez. Moi, j'ai perdu ma mère assez tôt, assez jeune. Mais mes parents sont toujours restés mariés, même s'il y a eu certainement des soucis dans leur couple. En tout cas, j'ai un modèle, en tout cas, très traditionnel du mariage. Mais quand vous Donc, je me dites que vois. vous l'avez perdue, c'est-à-dire elle est décédée quand vous étiez jeune? Oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, moi, j'ai un modèle très traditionnel, voilà, en tout cas en tête, et c'est un modèle qui me plaît. Et donc, du coup, effectivement, je me reprojette pas forcément dans un autre mariage, même avec quelqu'un, déjà, parce que, effectivement, pour moi, c'était l'image de, bon, il y a un mariage, qui dit mariage dit toi, famille, maison. Et là, si vous voulez, à mon âge, moi, je ne me revois pas me Vous avez quel marier. âge? 50 ans. D'accord. Je ne me vois pas me marier pour recréer un toit avec une famille, avec un schéma très familial, avec quelqu'un, oui. Mais en tout cas, c'est pas mon ambition, et Votre c'est pas mon idéal. obsession. Non, je pense pas. Je pense pas. Et puis, voilà. Et puis, si vous voulez tout ça, forcément, vous prenez un peu de distance, un peu de hauteur. Et dans ce mariage, je m'aperçois qu'elle avait un modèle, effectivement, où ses parents avaient divorcé, son père avait été odieux avec sa maman, et qu'elle avait pris le parti de son papa, et qu'en fait elle a agi avec moi comme son père a agi 20 ans ou 30 ans plus tôt avec sa maman. Donc il y a eu un espèce de schéma, en tout cas je trouve très copié-collé sur ce qu'elle avait subi, et donc je trouve qu'elle a répété le schéma qu'elle avait vu chez son père et chez ses parents. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous n'avez pas pu, ou peut-être que vous n'étiez pas conscient de ça à l'époque, mais dire, au fond, comme vous le dites aujourd'hui, que cette histoire, vous étiez un peu perdu. À un moment, comme si vous étiez un peu grisé par le succès, j'ai envie de dire, enfin, Oui, j'ai pas su. Ouais, j'ai pas su. Ouais, non, vous avez raison, j'ai pas su. lui parler, l'apaiser, lui dire, et peut-être parce qu'elle-même prise dans une autre histoire, donc, et elle n'en avait pas conscience, ça a pris des proportions Disons que si vous voulez, ingérables. je pense que moi j'ai la faute initiale, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, est clairement de ma part. En tout cas, c'est la rupture de contrat, elle se fait de ma part, c'est évident. Derrière, j'ai pas la sensation, si vous voulez, dans les mois qui suivent, qu'elle fait beaucoup pour sauver son couple. Ben, c'est ce que voilà, c'est-à-dire que ça ait provoqué une crise au sein de votre couple, c'est une chose, que ça ait abouti à la rupture, c'en est une autre. Donc à ce moment-là, là vous étiez deux, même si à l'origine c'est vous qui avez eu cette liaison, mais après il y a eu un enchaînement qui vous débordait aussi, parce que l'infidélité dans un couple ne mène pas forcément à la rupture du couple. Ouais, non, mais c'était hystérique. Hein. Moi, je me suis retrouvé, c'était violence physique. Vous Voilà, parlez, ouais. oui, de violence verbale, verbale encore. Bon, on peut le comprendre dans un Ouais, contexte comme ouais. ça, mais physiquement, elle-même était comme si elle était débordée. Complètement. Elle a pas su gérer. Elle a été. Et après, elle a été beaucoup dans le déni. Hein. Donc aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle refuse
de me parler, d'échanger. Mais comment faites-vous alors par rapport aux enfants? Enfin, ils sont grands, peut-être? Ils sont relativement grands. Mais écoutez, déjà, ça c'est beaucoup géré par avocat, hein, malheureusement. Maintenant, moi, elle ne fait que me parler par recommandé. Donc, moi, ça me Ah oui, navre, à ce point-là. Ouais. D'accord, vous ne pouvez pas encore avoir d'échanges Non. directs. Alors, elle refuse. Elle refuse que j'écrive ou que je fasse un SMS ou j'appelle. De toute façon, il n'y a pas d'échange. Elle m'évite physiquement. Concernant ses parents à elle, ça aboutit. Ses parents ont divorcé également? Ses parents ont divorcé. Il y a tout eu un micmac parce que son papa s'est associé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec sa belle-mère, donc vraiment sa grand-mère, hein, pour essayer de déshériter sa maman, ce qu'ils ont réussi à faire. Oui, c'était très loin. Voilà. Ouais, c'était très très loin. Et c'était violent, je ne sais pas si c'était violent sûrement physiquement, mais c'était très malsain de mon point de vue, a posteriori, et très pervers. Hein, donc... Elle avait quel âge, votre épouse, à ce moment-là? Elle avait 14 ans. Ah oui, en plus, en pleine adolescence. Ouais. D'accord. Et elle avait un idéal aussi très fort, tout comme vous, un couple, une famille. On sent le mariage, pour vous, tout ce que ça représentait d'engagement. Elle avait aussi, vous partagiez ces mêmes valeurs? Je pense qu'on était complètement dans les mêmes valeurs, sur la famille, sur la fidélité, sur la sensation d'être en fusion, je sais pas, on peut aussi en dire ça, mais en tout cas, il y avait vraiment ce sentiment-là durant toutes les années de notre vie. Donc effectivement, ça a été très prégnant et très plaisant, pour être clair. Mais si vous voulez, quand on me demande si, quand elle était aussi violente que j'ai dû le décrire, est-ce que j'ai été surpris? La réponse, ou est-ce qu'elle l'avait déjà été avant? La réponse est non, elle n'a jamais été comme ça. Mais dans le même temps, si vous me demandez est-ce que vous avez été surpris, la réponse est non, je n'ai pas été surpris parce que je sais qu'elle est excessive, pardon. Et donc, mais c'est ce qui m'a plu aussi, je veux dire, dans toute notre vie qu'on a pu avoir commune, c'est qu'effectivement, elle ne fait pas les choses à moitié. Non. Mais la violence verbale et physique dont vous avez été l'objet, témoignait aussi de ce que ça représentait pour elle de violent, l'explosion de votre couple. Alors, je vais vous dire, je lui ai écrit un SMS un jour lui disant, ça peut paraître paradoxal de ma part, mais pas cynique du tout en tout cas, c'est que je lui ai dit, je n'arrive même pas à t'en vouloir. C'est-à-dire que moi, et c'est pas parce que je suis initiateur, je sais pas si c'est le bon terme, de la faute première, mais je me sens pas. Voilà, enfin, je n'en veux pas, malgré tout ce qu'elle m'a fait subir, parce que je parle de violence, mais ça a été bien au-delà de ça. Il a fallu que je porte plainte à un moment parce que on commençait à dire que j'avais mis les mains dans la queue de ma fille. Enfin, oui, ce que je veux dire, il y a eu un tableau assez large et assez complet. C'est là que c'est allé jusqu'à de fausses accusations d'attouchement vis-à-vis de votre fille. Oui, bien sûr. Donc du coup, oui. elle on parle de violence, là c'est... Non, mais franchement, il y a eu un tableau assez large et assez complet. Je pense qu'il manquait rien. Voilà. Donc, mais bon, aujourd'hui, si vous voulez, c'est violent pour tout le monde, parce que y compris d'ailleurs pour votre fille, qui n'a pas été épargnée par tout ça, j'imagine. Et quand on porte de telles accusations, même si elles sont fausses, et surtout si elles sont fausses d'ailleurs, ça abîme considérablement, la relation. Alors, vous dites ça, et puis dans le même temps, je vous dis, mais j'arrive même pas à lui en vouloir. C'est-à-dire que je sais très bien. Non, mais moi je pense à votre fille aussi dans l'histoire. Je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais. Ma fille, elle a été due aller témoigner à la police pour dire qu'effectivement, ce n'était pas arrivé. C'est terrible, mais c'est terrible qu'un enfant soit amené à faire ça, devoir dire non, mon père. C'est lui faire subir une violence. Je sais bien que c'est pas le sens de votre appel ce soir, mais je trouve que ça va très loin. Quelle relation avez-vous avec elle aujourd'hui? Avec mes enfants, excellente. Avec votre fille particulièrement? Excellente, et encore plus avec ma fille qu'avec mon fils, mais excellente. Ils se sont beaucoup protégés et l'un et l'autre à se mettre ensemble. Ils ont pris pas mal de distance, en tout cas, c'est assez récent. Donc je suis incapable d'évaluer aujourd'hui quelles sont les séquelles ou les cicatrices qui ressortent de ça. Mais
mais non, mes relations avec mes enfants sont excellentes. Et dans vos rêves, puisque vous me dites que vous rêvez souvent de votre ex-épouse, c'est plutôt, comme vous dites, des souvenirs doux, des scènes de la vie quotidienne, comme si au fond tout ça n'avait pas eu lieu. Comme Alors, si alors, je vais vous dire, ce ne sont même pas des souvenirs. C'est comme si dans votre rêve, vous vivez la vie continuée comme elle était. Exactement. C'est ça. Exactement. Eh oui. Eh oui, ça montre bien que il y a un deuil qui est pas fait. Il y a une nostalgie d'un paradis perdu. C'est pour ça que je vous appelle. Mais donc du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui fait parce que du coup, j'écoute beaucoup votre émission. Du coup, vous avez des témoignages d'auditeurs qui effectivement donnent leur ressenti ou leur remède, même, j'allais dire. Et moi, je me sens effectivement un peu perdu par rapport à ça. Je me dis, est-ce que c'est normal qu'au bout de 6 ans, finalement, je passe pas outre, ou je passe pas à autre chose? Et est-ce que est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce que ça se fait? J'en sais rien. Ça n'a rien d'anormal, hein. Si je sais pas, ça va vous rassurer, mais ça, c'est long. Ça peut paraître long, 6 ans, mais faire le deuil d'une histoire d'amour peut prendre beaucoup de temps. Et il y a quand même 20 ans d'histoire, un contexte de séparation extrêmement conflictuelle, difficile, une culpabilité certainement très présente, et puis je dirais surtout une atteinte de votre idéal. Et ça, c'est difficile de s'en remettre, parce qu'on sent dans vos propos, quand vous dites c'était la femme de ma vie, comme si, et on sent votre attachement quand vous dites que vous ne vous imaginez pas vous marier à nouveau, si cet engagement, le fait qu'il se soit brisé, il y a quelque chose en vous de profond qui s'est brisé parce que ça correspond à un idéal que vous aviez. Et c'est toujours plus difficile de s'en remettre, ce qui ne veut pas dire c'est pas impossible évidemment, mais ça suppose souvent, ça nécessite un accompagnement, je dirais. C'est pas le. On résout pas ce cas par on rencontre quelqu'un et tout d'un coup. Ben non, parce que pour pouvoir, j'ai cru comprendre que des rencontres, vous en aviez faites depuis. Oui. Mais quelle place peuvent prendre ces femmes dans votre vie, dans la mesure où vous aimez toujours votre femme? C'est la bonne question, parce que pour moi, la question est jusqu'à cet instant de savoir est-ce que je l'aime toujours. Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question, c'est le benchmark, fait qu'il y a un moment, je me dis que effectivement, forcément, il y a un moment où je compare entre ce que j'ai vécu, plein de choses, sur plein d'aspects, ce qui est à mon avis légitime. Et la troisième chose quand même que je me pose, c'est elle, parce que je m'interroge beaucoup sur elle, je sais qu'elle en souffre. Enfin, je pense qu'elle est en souffrance. Je pense entre-temps, elle a perdu son travail. Elle s'est coupée à peu près de tous les gens qu'elle connaissait. Et donc, si vous voulez, derrière, beaucoup de ruptures, oui. Oui, je subodore. Alors, c'est peut-être prétentieux de ma part, qu'elle est toujours amoureuse de moi et qu'elle est passée sur un versant haineux à un moment, parce qu'effectivement, mais comme l'amour et la haine sont des sentiments quand même assez proches, c'est pareil que peut-être qu'elle est toujours effectivement scotchée aussi sur la ligne d'arrivée ou de départ de cette histoire. Non, je me trompe? Pour le moment, je ne sais pas, parce que je ne la connais, entre guillemets, qu'à travers ce que vous me dites d'elle, donc je ne peux pas vous répondre à son sujet. Ce que j'entends, c'est que vous, il y a toujours... Alors, on va peut-être pas parler d'amour, puisque vous le dites vous-même, vous ne savez pas trop, mais en tout cas, j'entends un attachement très profond à cette femme. Et au-delà d'elle, à ce que vous aviez construit avec elle, cette famille. Ouais. Donc, et cet attachement, il s'exprime dans vos rêves. Dans vos rêves, la vie continue comme avant. Et quand vous dites, est-ce que ça se soigne, entre guillemets, par une rencontre,
Évidemment, on aurait envie tous, dans des circonstances pareilles, d'espérer qu'une rencontre, hop, ça y est, du jour au lendemain, vous allez retomber amoureux. Mais pour ça, il faudrait, à mon avis, qu'il y ait déjà un travail un peu de deuil autour de cette histoire qui est très présente et qui ne permet pas que quelqu'un d'autre entre dans votre vie pour le moment. On va continuer à se parler après les informations. D'accord, Jean-Marc ? D'accord. Ne raccrochez pas. Merci. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct jusqu'à 1h du matin. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous, de votre vie en toute liberté, partager vos préoccupations avec nous. La ligne est ouverte au 39 21. Alors n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si vous vous sentez un peu seul, un peu perdu dans votre vie actuellement. Ensemble, avec l'aide des auditeurs, nous essaierons de vous aider à avancer. Et puis bien sûr, nous vous invitons également à réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en faisant précéder votre SMS du mot nuit sur la page Facebook de l'émission ou encore par mail sur le site europe1.fr. Europe 1. Jean-Marc, Oui. vous êtes toujours avec nous. Alors pour ceux qui nous rejoindraient maintenant à 23h04, là, vous êtes séparés de votre épouse avec qui vous avez été mariés pendant 20 ans depuis maintenant 6 ans, divorcés depuis 3 ans. Une séparation extrêmement conflictuelle suite à une liaison de votre part, extra-conjugale, et vous n'arrivez pas finalement à tourner la page de cette histoire. Vous pensez toujours beaucoup à votre épouse, à votre ex-épouse, et ça s'exprime notamment beaucoup au travers de vos rêves. Il y a une chose que j'ai omis de vous demander là tout à l'heure, c'est par rapport à cette relation que vous avez eue avec une collègue et qui a déclenché un peu ce séisme personnel. La relation s'est arrêtée ? Comment ça s'est fini ? Elle a été un peu assez chaotique et en fait, elle est toujours existante aujourd'hui. Ah bon ? Ouais. C'est surprenant ça. Oui. Enfin, avec ce que vous me dites de vous. Oui, mais du coup, elle est, si vous voulez, du coup, je sais pas si elle est entravée par ce que je viens de vous dire, ou si elle est entravée parce que peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble et qu'il y a plein d'autres choses. Si vous me permettez juste un mot, c'est que vous avez terminé juste avant les informations sur un mot qui m'a fait réagir, c'était sur le deuil. Ce que je vous ai pas dit en montant dans la présentation, c'est que moi j'ai perdu ma maman assez jeune, et j'ai jamais fait le deuil. Donc ce qui veut dire que pour moi, elle est toujours autour et j'ai jamais imaginé en fait qu'elle était décédée. Je sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Ce qui fait qu'effectivement ce deuil il a jamais été fait et je pense toujours refusé à le faire. Donc du coup peut-être que moi aussi je reproduis aussi un schéma très idéaliste si vous voulez sur mon ex-femme. Et qu'effectivement, le deuil que je n'ai pas fait il y a 35 ans presque, je ne l'ai pas fait non plus sur mon divorce, mon ex-épouse. Je ne sais pas si je fais une projection, je ne sais pas si je reproduis. Non, en tout cas, je crois que c'est très, très pertinent. Et c'est un élément essentiel. Je voulais y revenir avec vous, justement, parce que au départ, on se centrait sur votre couple, mais j'avais noté, vous aviez perdu votre mère jeune. Je ne sais pas quel âge vous aviez. J'avais 16 ans, et j'étais le seul garçon de ma famille, on était très fusionnels, j'étais le petit chéri, donc clairement, pour moi, c'est le drame de ma vie. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a eu un cancer. Et donc, dans les années 80, où on ne soignait pas aussi bien les cancers qu'on peut les soigner aujourd'hui, même si on se demande encore tout, loin de là.
Mais du coup, voilà. Et puis moi, on m'a un peu protégé ou exclu en fait du De la schéma, en maladie, fait. Complètement. c'est-à-dire qu'elle a été hospitalisée. Plusieurs fois. Et puis du coup, moi, ça a été soudain. Et en fait, on m'a pas prévenu. Enfin, voilà, On ne vous a pas prévenu de quoi? De la gravité de la situation? De la gravité. Non, je pense qu'on m'a pas On a prévenu de la essayé, gravité. pour vous protéger, de ne pas vous révéler la gravité Exactement. du mal dont elle souffrait. Tout à fait. Ce qui fait, vous m'avez dit que vous avez le sentiment pour vous comme si, comme un déni de sa mort, comme si elle n'était pas morte. Partie faire un tour. Je prends une parabole qui est pas forcément excellente, mais c'est comme si elle était partie faire un tour du monde et que dans 6 mois elle va revenir. Enfin, je veux dire, je caricature, mais à l'extrême, mais c'est pour vous donner. En tout cas, ce qui est à ce moment, c'est un peu l'histoire que vous vous êtes oui, complètement. racontée à ce moment-là, au moment de sa disparition. Je pense que pour supporter finalement oui, l'inacceptable. Tout à fait. La possibilité qu'elle puisse revenir, que vous puissiez la revoir. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Vous n'avez pas été accompagné du tout à ce moment-là. Non. Et vous étiez donc fils unique? Non, j'ai 3 sœurs. Vous étiez le seul fils. Ouais. D'accord. Ouais. Et vous avez vécu avec votre père après? Alors après, si vous voulez, j'étais pas très loin de la majorité. J'étais interne un petit moment. Puis après, je suis parti à Paris. En gros, j'ai pu habiter en famille à partir de ce moment-là. Du coup, je me suis retrouvé assez... voilà, on a partiellement hérité d'un peu d'argent puisqu'il y a une répartition. Et du coup, j'ai vécu un peu, je me suis coupé un peu de tout. Pas coupé, il faut pas exagérer quand même. Mais en tout cas, j'ai pas vécu en famille, hein, ça c'est certain. J'ai vécu tout seul. Enfin, pas dès l'âge de 15 ans quand même. 17, 18 ans. Ah oui, quand même, très rapidement après. Donc il y a eu là aussi une explosion de votre vie complète là, puisque votre mère n'était plus là, mais la famille aussi s'est disloquée autour de vous. Complètement. Donc du coup, vous grandissez assez vite et puis voilà, vous faites avec, hein, de toute façon. On fait avec, mais on fait avec, oui, jusqu'à ce qu'un autre événement entre en collusion et vous ramène à cette histoire. Exactement. Et à ce passé. Et à cette perte. Parce que finalement, c'est de ça dont vous me parlez. D'un deuil qui ne peut pas se faire. Donc, Et c'est important parce que le deuil, le décès d'un parent, évidemment, fait partie des traumatismes majeurs dans la vie d'un enfant. C'était votre mère. Votre mère, vous étiez très fusionnel. Mais une séparation sur le plan de l'inconscient, même si votre épouse, elle est bien vivante, elle n'est plus dans votre vie. Et donc l'inconscient fait pas la part des choses. C'est une perte aussi. Et avec... donc il y a, je pense, dans cette difficulté, pour ne pas dire cette impossibilité à avancer, quelque chose de ce deuil initial qui ressurgit violemment. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes, ça c'est évident. Effectivement, la différence quand même majeure, que effectivement mon ex-épouse est quand même toujours vivante, qu'elle n'est pas finalement si loin que ça, qu'on est toujours reliés par des enfants, que elle-même de son côté ne refait pas sa vie, c'est qu'elle est toujours toute seule et sans personne. Comme elle vit avec ma fille, je n'aime pas me faire des débrief, mais clairement on dit qu'effectivement elle est toute seule. Oui, mais ce qui ne vous aide pas d'ailleurs. C'est là où c'est compliqué. Les enfants, comme vous dites, c'est un lien, évidemment. Et par votre fille, vous avez des informations sur la vie de sa mère. Et ça n'aide pas. Même si vous ne pouvez pas, évidemment, dire à votre fille de ne plus vous parler de sa mère. Ce qui n'aide pas non plus, c'est que si vous voulez, la personne avec qui effectivement j'ai une relation, bien évidemment, mes enfants ont su qui c'était et que forcément leur maman n'a pas forcément dit du bien d'elle et que effectivement c'est compliqué aujourd'hui effectivement du coup de pouvoir les réunir ensemble sous le même toit au même moment
parce qu'effectivement, il y a une tension vive qui est toujours exacerbée, et donc du coup, ça rajoute à la complexité de la situation. Mais que ressentez-vous pour cette femme? Parce que finalement, c'est une situation difficile pour vous, mais je trouve aussi pour elle, parce que vous êtes avec elle, mais d'une certaine façon, vous êtes encore auprès de votre épouse. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Le problème, c'est que quand je suis avec elle, je me sens très bien. Quand on est tous les deux, je me sens très bien. Avec elle, vous vous sentez bien? Bon, c'est important. tout à fait. Non, quand on est tous les deux, je me sens très bien. C'est après, si vous voulez, sur la projection et sur un horizon un peu plus lointain, un peu plus large, qu'effectivement, vous vous posez forcément des questions. Même sans aller jusqu'au mariage, vous commencez à vous dire, ce serait bien de reconstruire une vie un peu commune, un petit peu plus... et que là, effectivement, tout de suite, il y a des barrières qui tombent parce que vous vous dites, bon, vis-à-vis des enfants, ça se passe comment bon, il y a elle a des enfants. Mais je pense que les enfants, ça pourrait s'apaiser, rentrer dans l'ordre si vous étiez plus déterminé. Le problème, c'est que vous ne l'êtes pas. Vous ne savez plus où vous allez, quoi. Vous avez perdu votre boussole, là. Parce que dans cette... dans C'était la femme de ma vie, je sais plus de qui vous parlez au juste. De votre épouse, de votre mère, tout ça est certainement très mêlé, très lié. Et comme si, évidemment, personne ne pouvait remplacer. Alors, dans les faits, évidemment, on ne peut jamais remplacer quelqu'un. Même... mais dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui se les deuils qui ne sont pas faits dans notre histoire, et c'est pas forcément le décès d'être cher, ça peut être aussi ce qui a été mal vécu tout au long de notre vie en termes de séparation, et une vie humaine est jalonnée de séparation depuis la naissance en étant la première. Tout ce qui n'a pas été élaboré, je dirais réglé, à un moment ça vient s'accumuler avec d'autres séparations qu'on est amené à traverser. En l'occurrence, la celle de votre couple. Et à un moment, ça devient quelque chose qui devient, si vous voulez, où tout est trop lié. Tout est trop lié, presque tout est trop définitif. C'est-à-dire que vous êtes avec une femme aujourd'hui. Cette femme, c'était pas. J'ai cru au départ, en vous écoutant, que ça avait été une liaison sans importance finalement. Or, cette femme est à vos côtés aujourd'hui. C'est pas rien. Alors, en fait, parce que quand vous m'avez posé la question, effectivement, au début, effectivement, c'était pas pour moi quelque chose d'important. Enfin, je me projetais pas du tout avec elle. Donc, on n'était pas dans une relation. Enfin, moi, je me suis pas mis dans une relation où l'idée c'était de quitter mon ex-femme, et voilà, pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment un sentiment que je trouve complètement stupide, mais c'est facile de le dire a posteriori, effectivement, je sais pas, d'ailleurs, vous avez une relation extra-conjugale, peut-être pour faire comme les autres, si je puis dire ça comme ça encore, j'imagine que tout le monde ne fait pas comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je l'avais imaginé, et c'est des sans lendemain. Et il y a eu... Oui, mais 6 ans plus tard, elle est toujours là, cette femme. Oui. Et vous me dites que quand vous êtes tous les deux, vous êtes bien avec elle. Oui, complètement. C'est pas rien. J'ai pas dit que c'était rien. Je dis, si vous voulez, qu'au début, effectivement, c'était oui, au début, mais moi je vous parle d'aujourd'hui. Mais en revanche, mais en revanche, parce qu'elle est toujours là malgré tout dans votre vie. Oui, parce que après, ça serait trop long à développer, puis c'est pas le lieu. Mais le problème, c'est que vous avez dit, est-ce que cette relation est entravée? Oui, forcément, puisque vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir. Vous pouvez pas actuellement vous projeter dans l'avenir. Je me sens entravé. Ben oui, vous sentez entravé, mais parce que c'est sur votre passé qu'il faut vous plonger. Il faut revenir sur des choses qui, évidemment, à un moment, vous vous êtes arrangé comme vous avez pu à ce moment-là. À 15 ans de la disparition de votre mère, on a voulu vous protéger, et peut-être cette protection, finalement, a eu ses travers, en ne vous disant pas que c'était très grave, et que donc votre mère pouvait être amenée à mourir, ce qui s'est passé, malheureusement.
Et vous vous êtes créé une autre réalité. Mais un peu comme aujourd'hui. Pas faux. Mais ça a été votre moyen de survivre à sa disparition. Hein. Vous voyez, c'est une défense, il fallait survivre. Mais il y a beaucoup de liens dans cette histoire et c'est pour ça que moi je vous inviterai vraiment à faire un travail là sur vous-même. Pour avancer justement, pour vous sentir moins entravé. Je comprends. Parce que, encore une fois, même si je ne suis pas surprise par la durée, vous dites, est-ce que c'est normal, 6 ans après, de toujours penser à son époux, à son épouse dont on est séparé? Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps de faire le deuil d'une séparation. On ne dit pas. Alors on voit évidemment partout des gens qui rebondissent apparemment très bien. Apparemment, hein, on ne sait pas au fond ce qu'ils vivent. Et puis il y a des gens qui peut-être ont cette capacité-là. Bon, très bien, tout dépend aussi de l'histoire que l'on a eue. Mais compte tenu de votre histoire et de la perte de votre mère, qui est quand même la première femme de votre vie et avec qui vous aviez une relation très forte, cette séparation prend un sens aussi très particulier. Et je pense que c'est important que vous soyez accompagné sur un plan psychologique pour parler de ce qui s'est passé pour vous quand vous étiez adolescent. Et je pense qu'il va y avoir des passerelles un peu en continu et qui vont vous aider à vous remettre en fait en mouvement et dans votre vie. Parce qu'actuellement vous êtes happé par le passé. Donc il est grand temps de vous... Même si je comprends que vous redoutiez un peu, hein, on n'a jamais envie de se replonger dans quelque chose qui a été douloureux. Non, c'est pas très fun. Comment ? C'est pas très fun de faire un retour dans le passé. Effectivement, voilà, une passerelle, effectivement, comme vous dites, sur des événements qui sont pas forcément les plus sympas de oui, votre mais vie. actuellement, Donc, vous n'arrivez plus à avancer dans votre vie personnelle. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Donc je pense. Alors il y a Joseph qui pose une question qui dit finalement. Lorsque vous avez eu cette relation extra-conjugale, est-ce que c'était au moment où votre épouse approchait de l'âge de la disparition de votre mère ? Il fait un lien encore plus poussé. C'est une bonne remarque, mais non. Non, il y avait suivi une bonne quinzaine d'années d'écart. Donc, non, je n'étais pas jusqu'à cette projection-là. Enfin, en tout cas, pas sur ce point-là, en tout cas, ça c'est certain. Non, la question était pertinente parce qu'il y a parfois des coïncidences de dates dont on n'a pas conscience, évidemment. Hein, c'est quelque chose qui se joue à notre insu. Mais en revanche, il y a quelque chose au niveau de la perte chez vous qui n'a pas pu être élaboré, qui n'a pas pu se dire tout simplement. Pour survivre à l'inacceptable, vous vous êtes inventé une autre réalité. Le risque, c'est à un moment, se couper aussi de la réalité. Parce qu'on est toujours rattrapé par elle à un moment ou à un autre, et c'est violent. Hein. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Oui. Donc, que faites-vous accompagner ? Voyez, trouvez un thérapeute vraiment qui vous aidera à traverser tout ça. D'accord ? Écoutez, merci beaucoup. Bon courage, Jean-Marc. C'est gentil à vous, merci pour votre émission. Au revoir, merci, bonne nuit. Soirée, au revoir. Et si vous avez le sentiment d'avoir un peu perdu votre chemin, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 39 21. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Un petit message de Marielle qui a écouté attentivement le témoignage de Jean-Marc. Et ça fait écho à son histoire, puisque Marielle dit « J'ai divorcé de l'homme de ma vie en 1996, après 25 ans de mariage. Il est le père de mes 2 fils. J'ai rencontré beaucoup d'hommes depuis, mais je ne suis jamais retombée amoureuse. Je me suis fait une raison. » Bonsoir Victoire. Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente de vous parler. Ça fait très longtemps que je vous écoute. Merci. Alors. Je vous avais jamais contacté et puis voilà. Là, aujourd'hui, j'ai un peu besoin d'aide. Bon, vous avez bien fait d'appeler alors. Oui. Alors, je vous appelle concernant ma relation avec une amie de 20 ans. Oui. On fait partie d'un groupe d'amis de 6-7 amis. On se voit régulièrement tous ensemble. Et elle et moi, voilà, on était quand même relativement proches. C'est la marraine de mon fils. Oui. Voilà.
Voilà, donc il y avait quand même une certaine proximité. Et puis, alors c'est une personne qui est assez psychorigide. Bon, après moi je l'acceptais, hein, et puis assez centrée sur elle-même. Vous êtes plus souple alors, vous? Voilà, je suis plutôt souple. Je suis assez souple. Donc ça, je l'ai toujours accepté. Ça m'a jamais vraiment dérangé. Bon, de temps en temps, c'est vrai que c'était un peu gênant parce que bon, elle fait des monologues et il y a des fois, c'est un peu, voilà, c'est un peu prise de tête, comme je pourrais dire. L'année dernière, en mai, il s'est avéré on lui a diagnostiqué un cancer du sein. C'est une personne qui est un peu hypocondriaque. Peut-être qu'elle a quelque chose, voilà, elle angoisse, elle a du mal à gérer et sa tête est remplie que de son problème. D'autant plus qu'elle avait arrêté de bosser, vu qu'elle était en intérim. Pardon ? Ben oui, en même temps, si on lui annonce qu'elle a un cancer, là pour le coup, on comprend que ça l'absorbe complètement. Voilà. Mais déjà auparavant, elle avait beaucoup de préoccupations hypocondriaques. Oui, et là, ça l'a totalement absorbée. Elle m'a demandé d'être présente, ce que j'ai fait. Donc j'ai été à la pose de son cathéter. J'ai été à sa première chimio, donc je me suis débrouillée pour prendre du temps, sur que je travaille. Et puis, avant le cathéter, avant la pause, pendant 1 mois, on n'a pas arrêté de parler de sa maladie. Ça a été que ça. Bon, elle pose son cathéter, elle fait sa première chimio. Le soir même, donc elle m'appelle, elle me demande de venir. Donc c'est 20 minutes. Voilà, j'habite à Paris, donc c'est 20 minutes de marche pour aller jusqu'à chez elle. Elle me demande de venir fermer un volet. Je lui dis non, écoute, je ne peux pas. Je suis avec mon fils. J'ai un petit garçon. Je suis avec mon fils. J'attends mon mari. Et elle a beaucoup insisté. Je lui ai dit écoute, tu peux mettre quelque chose sur tes yeux. C'était hors de question pour elle. Et finalement, je lui ai demandé d'appeler un voisin et ça s'est bien passé. Elle a appelé son voisin pour lui fermer un volet parce qu'elle n'y arrivait pas. Elle vit seule, votre amie ? D'accord. Voilà. Et avec la pose du cathéter, si vous voulez, elle avait du mal, ce qui est normal, ça je comprends, elle avait du mal à fermer son volet. Eh oui, donc forcément. Ça, je comprends parfaitement. Oui. Ça, voilà. Elle était perdue en fait, elle était désemparée, elle s'est tournée vers vous. Bon. Voilà. On se voit 2 jours après. Donc on prend le métro, on va en direction du cinéma. Et déjà, elle était très agressive avec moi, avec le soleil, la chimio, soi-disant. Je sais pas après, soi-disant que la chimio, faut pas être au soleil. Ça n'a pas empêché 3 semaines après d'être au soleil pendant une journée. Mais elle m'a fait toute une histoire là-dessus parce que là on était en juin, il faisait très beau. Et elle m'a fait toute une histoire là-dessus, en étant assez agressive avec moi, comme si c'était de ma faute s'il y avait du soleil. Bon. On ne pouvait pas changer d'ailleurs de chemin, donc voilà, il fallait aller vers le métro. Donc, dans le métro, elle a continué à être très agressive avec moi. Je lui ai demandé gentiment de se calmer, de se relaxer, de se calmer, et j'ai compris plus tard qu'elle avait compris « tais-toi ». Que je lui avais dit « tais-toi » d'une manière péremptoire. Je comprends rien à ta maladie, enfin voilà, tais-toi. Donc je me suis dit, voilà. Mais ça, j'ai su qu'après, qu'elle avait compris, tais-toi. Oui, alors que vous étiez présente, alors, au départ, vous avez été très présente pour elle, à cette pose de cathéter, à sa première chimio. Ouais. C'est vers vous qu'elle se tourne. Mais elle devait être très angoissée. Ah bah oui, très angoissée. Je lui ai apporté ses repas plusieurs fois. Vous voyez, j'ai vraiment été présente. Oui, j'entends ça. Oui, vous avez été une amie. Et plus ça allait, très proche, très. Oui. Ouais. Et plus ça allait, et plus elle était agressive. Ah oui. Moi. Et uniquement avec vous ou parce que c'était de vous dont elle était la plus proche dans ce groupe d'amis? Oui, exactement. D'accord. Voilà. Donc c'était vous qui preniez tout, quoi, finalement. Il fallait que parce que ça peut arriver. Oui, c'est-à-dire que ça peut être une réaction comme ça suite à l'annonce d'une maladie. Dans ce sentiment d'injustice que les personnes peuvent éprouver à ce moment-là, de se dire pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi moi, et du coup d'une réaction presque de défense, d'agressivité, évidemment qui est difficile à supporter pour l'entourage, mais c'est-à-dire où on en veut la terre entière. En l'occurrence, là, c'était vous qui preniez pour tout, le soleil, pour... oui, j'ai pris pour tout. Oui. Je l'ai appelé le lendemain pour savoir si son cathéter ça allait, parce qu'elle avait mal. Elle m'a agressée au téléphone en me hurlant dessus.
Oui. Vraiment en me hurlant dessus. Mais après coup, elle ne s'est excusée en vous rappelant, en disant Jamais. je suis désolée. Ah oui. Ouais. Jamais. Parce qu'elle aurait Je l'ai pu, vu vous voyez, 2 jours après. se rendre compte et se dire, écoute, je suis désolée, c'est pas après toi que j'en ai, je suis mal. Vous l'auriez compris, ça. Non. Oui, je l'aurais compris. Ouais. Jamais. 2 jours après, je décide d'en parler avec elle, d'essayer de percer un peu l'abcès, parce que je me suis dit, bon, on peut pas en Vous rester avez là. raison, oui. Donc là, elle m'a culpabilisée sur le volet, en me disant, oui, j'avais très mal, t'aurais pu venir, tu comprends Oui, rien. enfin bon, vous aviez votre Voilà. petit garçon aussi. Oui, enfin, bon. Et puis j'étais très fatiguée, enfin bref, peu Oui, importe, bon, c'est pas une vous avez justifiée aussi là-dessus. votre vie, oui. Voilà. Oui. Voilà. Et puis, donc elle me demande si je peux être présente. Je lui dis oui, je peux être présente. Et là, elle me dit, je suis le centre du monde pendant toute ma maladie. Elle vous dit ça, d'elle? Oui. Ouais. Écoutez, elle est lucide, elle est sur elle-même. Bon, Oui. écoutez, ça peut être sa façon, c'est une bonne réaction, après tout, pour elle de réagir comme ça, de se considérer comme la personne la plus importante à ce moment-là, et devant être l'objet de toutes les attentions. Mais elle était déjà, le problème c'est que, avant sa maladie, vous dites c'était déjà quelqu'un qui avait une personnalité un peu particulière. Oui. Vous dites vous me parlez de monologue. Elle était déjà un peu autocentrée avant sa maladie. Voilà, autocentrée. Une petite anecdote toute simple, rapide. Ma mère m'appelle moi pendant sa maladie, et je lui dis tiens, il y a mon amie qui est là. Et donc elle me dit tiens, passe-la moi. Elles sont restées une demi-heure au téléphone, et cette amie ne lui a parlé que de son vernis, de sa chimio. Donc il y a un vernis spécial pour la chimio. Bien sûr, oui. Pendant une demi-heure. Ma mère n'a pas pu en placer une. Et après elle a dit au revoir. Oui, c'est quand même une réaction très particulière, parce que ça s'installait dans le temps. Ça peut être parfois dans les premiers temps, enfin c'est une réaction d'angoisse, besoin de parler de façon un peu... Mais... Ouais. Donc... elle en est où là? Parce que ça a empiré. Oui. Alors ça s'est terminé en fait. Je vous termine juste. Donc après qu'on se soit vu, donc moi j'étais pas très bien par rapport à ce qu'elle m'avait dit. Je lui avais dit ok, je vais être avec toi, je vais être présente. Et ça a empiré, c'est-à-dire qu'elle est devenue de plus en plus agressive. Carrément j'ai l'impression d'être un objet pour elle. J'ai eu l'impression d'être son punching ball, d'être un objet, c'est-à-dire elle niait complètement mon existence. Exemple tout simple, on est parti en week-end chez des amis ensemble, donc dans la voiture elle n'a pas arrêté de m'agresser, parce que je l'ai accompagnée. On part en week-end donc, chez des amis, le lendemain donc, je vais à la piscine avec ma famille, je reviens, je la vois dans la rue avec ses amis-là, et je lui dis c'était bien la piscine, ça m'a fait beaucoup de bien. Et elle m'a agressée en me disant mais tu me rends jalouse, ne me parle pas de ça, comme ça. Genre, en fait, finalement, mes besoins, ce que je peux vivre, on s'en fout. Vous voyez ? Oui, mais il y a tu me rends jalouse. Ne l'était-elle pas déjà auparavant, un peu de votre vie, peut-être Je me demande. S'il n'y avait pas entre vous une forme de rivalité, enfin, qui était... Moi, je l'ai jamais ressenti. C'est ce que vous dites. C'est vrai que c'est ce que me disent. Alors, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à des amis, et c'est ce qu'ils me disent. Oui. Ils disent qu'il y a une certaine forme de jalousie derrière. Oui, qui est très exacerbée du fait de ce qu'elle traverse, mais qui quand même peut-être était déjà un peu présente. Je pense. Donc vous n'aviez pas conscience parce que vous étiez à ce moment-là, elle était peut-être moins, et puis vous étiez prise dans votre vie, et puis ça s'exprimait peut-être pas de façon aussi intense. Mais là, ce qui est frappant, c'est que vous parlez de ce trajet en voiture avec d'autres amis, c'est toujours à vous qu'elle s'en prend. Oui, elle s'en prend qu'à moi. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas, par ailleurs, très attachée à vous. Vous voyez, elle peut... Elle est très attachée certainement, à moi. Oui. Certainement. Oui. Elle est certainement très attachée avec vous, mais dans les... Voilà, c'est ça, les relations humaines sont teintées d'ambivalence, et même dans l'amitié, on peut être très proche de quelqu'un et par moments ressentir un peu de jalousie, enfin, c'est bon. Mais si ce n'est que pour vous... Oui, pardon.
Non, allez-y. Pour vous, c'est-à-dire qu'à un moment, même si vous faites preuve de compréhension, parce que dans ce contexte bien particulier de la maladie, vous comprenez qu'il y a derrière de l'angoisse et autres, mais en même temps, votre relation, elle peut pas rester uniquement sur ce stade-là où vous vous en prenez plein la figure et sans aussi pouvoir à un moment dire, écoute, je comprends que tout ça soit très dur, que tu en veuilles un peu, enfin que tu sois mal et très angoissé, mais pour autant je suis à tes côtés et c'est compliqué parce que tu arrêtes pas de m'agresser. Est-ce que tu t'en rends compte? Pouvoir. Vous avez pu lui dire ou c'est compliqué? En fait, moi ça m'a énormément angoissé tout ça. Oui, je comprends. C'est angoissant, oui, d'avoir un tel comportement. Ah oui, ça m'a énormément stressé, énormément angoissé. Quand est arrivée la fin de ce week-end, en plus j'ai eu l'impression qu'elle voulait se mêler de ma vie. Plusieurs fois elle me l'a fait. Et par exemple, vous voyez, pendant ce week-end on était donc avec ses amis. J'avais mon fils avec moi, je lui avais commandé un dessert. Le dessert qui arrive n'est pas le bon, donc je dis ça au serveur. Je dis non, c'est pas ça. Oui. Et elle s'est mêlée en disant mais si, c'était ça aussi. Et là ça m'a super énervée. Je me suis dit mais c'est pas possible, mais elle veut se mêler de ma vie. On a l'impression qu'elle voulait presque provoquer il y avait presque dans son comportement, elle cherchait à tout prix un clash. Provoquer une rupture. Oui. C'est ce que je pense. Oui, parce que là, l'histoire du dessert, pour d'autres chats à fouetter, on peut penser, c'était anecdotique. Bon. Elle n'avait pas se mêler de ça, il n'y avait rien. Non, vous voyez, il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu là-dessus. Non. Suite à ça, donc elle a vu que j'étais très en colère, c'est-à-dire que je lui ai rien dit, mais par contre je suis devenue extrêmement froide. Oui. Très très froide. J'avais pas. Alors, je me suis dit si je lui dis quelque chose, je suis tellement stressée et énervée que je vais mal lui dire. Donc je lui ai rien dit. Je lui ai écrit une lettre que j'ai essayé d'être douce, dans laquelle je lui ai dit, je veux bien être à tes côtés, mais pas de la manière dont tu me l'imposes. Oui. Pas avec l'agressivité, pas dans l'agressivité, pas dans la culpabilité. Et je lui ai dit dans cette lettre, tu veux être le centre du monde, mais tu veux une relation d'une mère vis-à-vis de sa fille. Oui. Moi, c'est très juste. Moi, je suis ni ton mari, ni ta femme, ni ta mère. Je suis juste une amie, je peux être là pour te soutenir, mais pas que tu sois ma priorité, en fait. Et elle l'a pas du tout supporté. Ah bon? Non. Pourtant, comme vous dites, c'était très... Vous avez vraiment mis l'effort, mais il y avait il y avait de la bienveillance dans ce que vous disiez. Vos propos étaient justes, mais dits de façon bienveillante. C'était là que vous étiez là pour elle, mais pas comme elle pouvait vous le demander. Voilà. Sa demande était trop excessive. Oui, mais elle... le problème... Tout ça s'est exacerbé avec la maladie, mais déjà avant, est-ce qu'il y avait... vous dites bien que c'était quand même quelqu'un de très rigide, très autocentré, vous la supportiez, mais il n'y avait pas déjà des choses qui vous agaçaient parfois? De temps en temps, si, son côté très autocentré, très, très monologue de temps en temps. Oui. Vous voyez, c'est le genre de personne, par exemple, qui va expliquer à mon mari une recette pendant une demi-heure, alors que mon mari, c'est pas du tout la cuisine et ça n'intéresse pas. Enfin, vous voyez... Oui, c'est ça. Elle ne tient pas compte, c'est elle, finalement. Elle est toujours au centre de l'attention. Elle a un besoin de considération et d'attention énorme, quoi. Mais je trouve que dans votre lettre, c'était courageux de le faire, enfin. Et puis c'était très juste ce que vous lui disiez. Et plein de bienveillance. C'est-à-dire que vous étiez là pour elle. De fait, elle pouvait pas... C'est injuste, finalement, pour vous, parce que vous étiez présente. Hormis pour cette histoire de voler, mais ça, c'est un détail, j'ai envie de dire. Mais le fait de l'accompagner pour la pose du cathéter, la première chimie, enfin, c'est des gestes forts, c'est des gestes d'amitié très forts d'une amie. On aimerait avoir une amie comme vous, je trouve, qui sait, dans des moments aussi difficiles, être présente. Et c'est injuste pour vous, parce que vous en prenez plein la figure. Or, comme vous dites, vous n'êtes ni sa mère,
ni son mari. Et elle peut pas vous demander d'être le centre du monde. Vous avez votre vie et vous avez vous aussi des besoins, même si vous comprenez que vous pouvez prendre sur vous et les mettre un peu à certains moments entre parenthèses, parce que pour prendre soin d'elle, mais vous avez aussi votre vie. Et vous me parlez d'un petit enfant, donc sa demande était excessive, mais je pense que si elle n'en a même pas conscience. C'est ce que me disent mes amis. Elle n'a pas conscience il y a chez elle une souffrance qui est déjà avant même la maladie. Moi, dans ce que vous me dites là d'elle, et qui s'exprime à travers le besoin d'être l'objet de toutes les attentions, au centre de toutes les attentions. Mais bon. Oui. Je l'ai toujours trouvée très borderline. Et là, ça s'est vérifié. Elle est seule, finalement. Elle est assez seule. Vous me parlez de ce groupe d'amis, mais dans sa vie, il y a ce groupe d'amis, mais il y a cette relation avec vous très forte, mais sinon, elle semble assez seule, non? Alors, elle est seule. Elle n'a pas vraiment des bonnes relations avec ses parents. Avec ses sœurs non plus, avec ses frères non plus. Ceci explique cela. Elle est terriblement seule. Elle est terriblement seule. Oui. Mais oui, mais ce qui est terrible, c'est qu'elle est tellement parce qu'elle est en souffrance, et donc comme souvent les gens très en souffrance sont souvent très autocentrés, elle se rend même pas compte qu'elle est en train de se couper de vous. Alors que vous étiez un soutien pourtant, malgré ce caractère assez particulier, vous passiez outre, vous l'aimiez bien, vous étiez là pour elle. Elle est en train de se couper de vous. Parce que vous pouvez pas en prendre plein la figure comme ça tout le temps. Que disent d'ailleurs les groupes, puisque vous faites partie d'un groupe d'amis, ils en sont conscients les autres? Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors le problème est là aussi, donc je voulais en arriver là. Donc moi je suis partie pendant 6 mois à l'étranger. Là. Donc là je viens de revenir. Donc ça je vous parle de ça d'il y a 6 mois en arrière, un peu plus de 6 mois en arrière. D'accord. Bon. Je viens de revenir de 6 mois. Et ce soir, j'ai reçu donc un appel d'un ami proche. Oui, du groupe là, de votre groupe. Voilà, donc d'un ami proche de ce groupe et qui a foutu la pression à mon mari ce soir pour que je trouve une solution avec cet ami, que je lui reparle. Parce que vous étiez en coupure depuis que vous êtes parti à l'étranger, vous n'aviez plus de lien avec elle. Non. Et vous étiez fâché avant votre départ, ou finalement ce départ a été pour vous l'occasion de mettre de la distance aussi avec elle? Alors, je ne me suis pas fâchée, parce qu'il n'y a pas eu de fâcherie, finalement, il n'y a pas eu de mots. Je l'ai vue 2 jours avant le départ, elle a voulu me voir, mais finalement, elle n'a pas pris le temps de me voir, donc on n'a pas eu le temps de discuter, vu qu'elle avait que 5 minutes. Mais c'est elle qui a voulu me voir, donc j'ai pris le temps d'aller la voir. Donc c'était bizarre parce que finalement c'était pour rien et c'était pour me lancer des regards agressifs. À nouveau, toujours, oui, bon. À nouveau. Et donc moi je suis partie et j'ai coupé les liens, c'est-à-dire pour moi c'était une manière de dire bon, je vais voir dans 6 mois comment je me sentirai moi. Oui, ça tombait bien finalement cet éloignement. Au final, ce soir, donc cet ami proche appelle, il tombe sur mon mari et il lui dit il faut absolument que ta femme fasse quelque chose, qu'elle se rabiboche, qu'elle renoue des relations avec... Mais pourquoi? Enfin, c'est votre ami qui a appelé cet ami là pour lui demander de jouer les médiateurs ou quoi? Je me demande si elle lui prend pas la tête, en fait. Oui, certainement. Donc, étant donné que je viens de revenir, vous voyez, ça date... Oui, mais enfin, c'était pas à votre mari qu'il fallait en parler d'abord, et puis... Enfin, de toute façon, ça part peut-être d'une bonne intention de la part de cet ami commun. Ah oui, mais je pense. Peut-être que ça le chagrine et qui ne sait pas aussi tout ce qui s'est passé entre vous et après tout le fait que vous vous interrogez sur cette histoire d'amitié. Finalement, ça vous pèse, quoi. Ça devient lourd. Est-ce que vous en avez envie, vous, de renouer? Non. Bon, voilà. Non, du tout. Mais bon. Sauf que vous en avez le droit, Cette amie-là qui a lourdement insisté auprès de mon mari, on s'était vu plusieurs fois avant mon départ.
où il avait lourdement insisté pour que je renoue les liens, pour que je lui parle, pour que j'apaise les choses. Et il m'avait dit, écoute, c'est pas elle qui va revenir vers toi, tu la connais, elle est très psychorigide, c'est à toi d'y aller, de revenir vers elle. Et moi, j'avais pas envie, moi. C'est tout, mais oui, mais il faut aussi tenir compte de vous et vous, qu'il veuille vous rabibocher, faire en sorte d'apaiser les choses, bon, très bien, mais il faut aussi qu'il entende ce que vous ressentez. Si vous n'en avez pas envie, vous avez vos raisons. Il faudra pouvoir lui dire écoute, vous aviez dans ce groupe d'amis, quand on est plusieurs, il y a toujours des personnes dont on se sent plus proche. Vous aviez avec elle, semble-t-il, la plus grande proximité. Lui-même a conscience de sa personnalité quand même particulière. Bon, qu'il veuille que vous retissiez un lien, parce que c'est plus simple, peut-être quand vous vous retrouvez en groupe, c'est une chose, mais en même temps, ça doit pas être à vos dépens. Et vous pourrez lui dire à cet homme, écoute, je comprends très bien, c'est gentil de ta part de vouloir essayer de jouer un peu les médiateurs, mais franchement, vous pouvez lui dire que vous avez le sentiment d'être allé au bout et que ça devenait insupportable puisque vous ne receviez que de l'agressivité et que c'était plus tenable pour vous. Donc vous avez le droit de prendre vos distances. En effet. En effet, je peux lui dire ça parce que je dois le voir la semaine prochaine. Voilà, vous lui expliquerez. Et vis-à-vis de cette personne, donc de cette femme, je vais certainement la revoir dans un cadre de groupe. Oui. Ça sera plus simple dans un cadre, justement, dans le cadre du groupe. Parce que vous serez moins dans ce tête-à-tête. Alors même si j'ai compris que même si elle est en groupe, ça ne l'empêche pas de vous agresser parfois directement. Alors non, elle m'a jamais agressé de ce groupe. D'accord, bon. Une fois. Mais je pense que le groupe n'en avait pas conscience de tout ça, en fait. Mais il savait que vous aviez quand même une relation plus proche toutes les deux. Oui, c'est ça. Bon, donc ça, vous voyez, il y a des choses qui leur échappent. Et puis de toute façon, ils ne peuvent pas décider à votre place. Même si encore une fois, cet homme-là, cet ami, ça part d'une bonne intention certainement. Mais vous pourrez lui expliquer. Et tout ça est d'autant plus difficile. Déjà, ça serait dans ce groupe d'amis depuis 20 ans. Là, il faut pas que vous passiez pour la mauvaise amie, entre guillemets, qui au moment où la copine est malade, on la lâche. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important quand même que vous en touchiez 2 mots à cette amie. En expliquant, sans savoir à vous justifier d'ailleurs, mais en disant que c'est... Parce que vous savez, après les gens peuvent interpréter en disant, ah bah oui, on voit bien, elle est malade, et puis finalement, Victoire, elle est plus là. Dire que c'est pas ce qui s'est passé. Vous savez pas ce qu'elle a raconté elle-même. Donc par rapport à ces autres amis qui comptent pour vous, peut-être pouvoir dire à certains, franchement, à un moment c'était devenu intenable. C'était devenu intenable parce que ces traits de personnalité se sont encore accentués, malheureusement pas dans le bon sens, quoi. Et qu'elle devenait par trop agressive, vous le compreniez, mais enfin jusqu'à un certain point. Parce que là, je pense qu'elle met la pression sur cette amie-là. Oui, c'est possible, en donnant une version qui est la sienne et qu'elle pense, elle est peut-être sincère, elle se rend peut-être même pas compte de... Je pense qu'elle se rend pas compte. Non, je crois pas. Je pense qu'elle est tellement en demande d'attention et qu'elle ne se rend pas compte. Mais en revanche, alors vous allez voir, peut-être qu'il y a eu cette séparation pendant ces 6 mois. Vous allez voir finalement, peut-être, qui sait. Parfois, les gens peuvent avoir parce que en même temps, elle est attachée à vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais peut-être que, entre-temps, par rapport à sa maladie, il y a des choses qu'elle a fini par intégrer, pour ne pas dire accepter entre guillemets. Et peut-être qu'il peut y avoir, j'en doute vu la personnalité que vous décrivez, mais sait-on jamais, une prise de conscience de dire qu'elle est heureuse de vous retrouver et que elle est désolée de l'attitude qu'elle a pu avoir à certains moments où elle s'est rendue compte qu'elle avait été injuste. Qui sait ? Vous voyez, on ne sait pas. Et dans ces cas-là, bon. Mais vu la personnalité que vous décrivez, bon, c'est peu probable. Mais il faut peut-être... Je pense que c'est peu probable. Oui. Je pense que c'est peu probable parce que c'est le genre de personne qui, quand elle a quelque chose dans la tête,
ça prend toute sa tête. Oui, je vois, j'entends. Mais donc, je trouve par rapport à ça, vous avez parfaitement le droit dans la mesure où, enfin, de prendre de la distance aussi. Enfin, vous pouvez pas être un punching ball, ça va pas ça. Si c'était par moment et qu'après elles s'en rendent compte et qu'elles disent je suis désolée, je me rends compte, je sais que je vais mal et c'est pas juste vis-à-vis de toi, mais c'est pas le cas. Mais par rapport à ce groupe d'amis, c'est important que vous puissiez peut-être un peu vous en expliquer. S'ils viennent vers vous, qu'ils vous demandent alors pourquoi tu ne la vois plus, qu'est-ce qui s'est passé, leur expliquer simplement les choses. Ouais. En disant que vous avez voulu, mais qu'à un moment ce n'était plus tenable et que malgré cette lettre, vous avez essayé, je trouve, vous avez à travers cette lettre que vous lui avez écrite, vous avez essayé de maintenir ce lien. Vous avez fait beaucoup. Bon, maintenant, si elle reste sur ses positions, alors elle va mal, certes, elle va mal et pas seulement du fait de son cancer, mais il y a une souffrance en elle déjà. Mais bon, pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter d'elle non plus, hein. Ouais, non, c'est clair. Bon. C'est clair. Bon, donc ne vous laissez pas, c'est ce que je reçois un message, tenez bon dans la distance et ne vous laissez pas manipuler entre guillemets par les autres du groupe ou par elle, protégez-vous et ne culpabilisez pas. Parce que c'est toujours difficile déjà dans un contexte d'amitié forte depuis 20 ans, quand il y en a une amitié, c'est bon, on peut évoluer différemment et à un moment c'est comme ça n'enlève rien à ce qu'on a vécu auparavant, mais c'est toujours un peu, c'est d'autant plus culpabilisant qu'il y a un contexte de maladie et qu'il faudrait pas qu'aux yeux des autres et par rapport à ce qu'elle a pu raconter, que vous passiez pour la lâcheuse qui, ben voilà, elle est malade et du coup, il n'y a plus personne. Parce que c'est pas ça. Oui, non, c'est pas ça. Bon, donc vous pourrez, je vous sens parfaitement en mesure de pouvoir dire les choses simplement et tranquillement. Pour que vous n'ayez pas, vous, à vous écarter de ce groupe qui compte à vos yeux, semble-t-il. Oui. Voilà. Et je pense que quand vous la verrez en groupe, bon, ça sera différent, puisqu'en groupe, elle est différente avec vous, et qu'à ce moment-là, vous pourrez profiter d'être en groupe pour vous rapprocher, je sais pas, moi, si vous êtes à table au resto, de vous mettre des gens dont vous vous sentez plus proche, vous éloigner aussi un peu. C'est tout. Mais le problème, c'est qu'en groupe, elle risque de pleurer. Vous voyez, je la connais suffisamment. Oui, mais si elle pleure, bon, ben oui, mais vous ne serez pas seule. Il y a aussi les autres amis qui peuvent prendre le relais à ce moment-là. Parce que moi, si vous voulez, c'est compliqué. Ensuite, je ne sais pas comment gérer. Vous pouvez, parce que évidemment, on sent qu'il y a toute une histoire aussi avec elle. Si elle pleure, on sent bien que vous êtes touché, vous pouvez avoir un mot gentil à ce moment-là, avec elle, un geste gentil, un mot gentil. Mais ça ne veut pas dire que vous devez repartir dans la relation que vous avez essayé d'avoir pendant qu'elle était malade, où vous étiez extrêmement présente et où vous vous rendiez disponible pour elle. Ouais. Et vous pouvez, si à un moment on sent il demeure une certaine tendresse et que si elle s'effondre devant vous, vous pouvez avoir évidemment un mot gentil, mais pas pour autant peut-être repartir dans le même type d'investissement que vous aviez eu auparavant. Vous protégez un peu, après tout, aussi. Vous en avez le droit. Okay. D'accord ? Très bien. Bon. Merci vous tourmentez pas trop, hein. Vous avez fait vraiment, je trouve, ce que vous avez pu. Après, c'est difficile. Bon, les choses peut-être évolueront, mais dans le cas contraire, il faut aussi que vous pensiez à vous et à votre vie. Et voilà. D'accord ? Et c'est pas être une mauvaise amie que de réagir comme vous le faites, hein. Vraiment. C'est elle qui n'arrive pas à se remettre en question. Et c'est un peu le problème. Ça complique ses relations avec les autres. Et pas seulement avec vous, d'ailleurs. D'accord ? Donc ne culpabilisez pas. Hein. Bonne soirée. Vous me déculpabilisez un peu, là. Oh oui, vraiment. Oui. Bonne soirée, Victoire. Merci. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir, Elena. Bonsoir Caroline, comment allez-vous ? Ça va bien, très bien, je vous remercie. Et vous ? Moi ça va, ça dépend du jour. Parce que moi je viens de quitter mon mari depuis 27 ans de mariage.
c'était quelqu'un qui était très difficile à vivre, un professeur de philo, très prétentieux. Et comme mon fils était malade, il m'a mis complètement à part. Il m'a isolé avec mon fils. Mais ce n'était pas son fils à lui ? Non, c'est pas son fils. C'est pas son fils, d'accord. C'est pas son fils. D'une telle manière que même dans le mariage, j'étais déjà isolée. J'étais déjà très seule. Donc, j'ai mis du temps et j'ai décidé de partir. Et vous avez pris cette décision récemment, là ? Oui, ça fait peu de temps. Hein. J'ai déménagé le 7 octobre. Ah oui, en effet. D'accord. Et j'ai parti très vite, très vite. En 30 jours, j'ai trouvé un appartement, j'ai fait mes valises, mes bagages. Ah oui, vous étiez vraiment déterminée. J'étais déterminée. D'accord. Et vous voulez me parler de l'après, finalement, cette séparation ? L'après, parce que maintenant, d'accord. je me trouve toute seule avec mon fils. On va en parler volontiers, Okay. Elena, mais il est minuit, donc dans quelques minutes, ne raccrochez pas, on se retrouve et on continue à se parler tranquillement. À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Du mal à trouver le sommeil en cette heure un peu avancée de la nuit, si des questions tournent en boucle dans votre tête, eh bien, ne restez pas seul. Appelez-moi au 39 21 pour en parler. On est en direct et ensemble, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte, 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par SMS au 7 39 21, par mail, europe1.fr ou sur la page Facebook de l'émission. Mais sans plus attendre, on retrouve Elena. Elena ? Bonsoir. Rebonsoir Elena. Alors vous m'appelez parce que vous venez de vous séparer de votre mari avec qui vous étiez depuis 27 ans. Oui, à peu près, oui. Vous avez finalement trouvé très rapidement un appartement Non, j'ai eu beaucoup de mal parce que comme je ne suis pas française, je n'ai pas une feuille de paye, j'ai eu du mal à trouver. D'accord, oui, d'où vient ce joli accent là que vous avez ? Il vient du Brésil. Ah, d'accord, du Brésil. Oui, très bien. Brésil, oui, voilà, donc moi j'ai... Et vous n'avez pas pris la nationalité française parce que depuis 27 ans vous vivez en France avec votre mari ? Moi j'étais un peu anesthésiée par le mariage. Maintenant, ça peut faire ça parfois le mariage, Elena. Oui, parce que je me suis endormie, mais voilà. Et là maintenant j'ai tous les papiers. Maintenant, bon, c'est super. Au moment où j'ai décidé de partir, j'ai commencé à tout mettre en place pour pouvoir partir. Pour être en règle et tout. Vous étiez vraiment déterminée, là, ça a été... vous avez trouvé l'énergie de le faire. Oui, vous dites que votre mari supportait très mal votre fils, qui n'est pas le sien. Il a quel âge, votre fils ? Il est agressif avec moi et avec lui, parce que c'est quelqu'un qui boit, qui fume, et il a eu un cancer. Après son cancer, les choses se sont détériorées complètement. Je crois qu'il a décidé de vivre pour lui. Et que le reste du monde n'existait plus. Donc il a tout fait en fait. Je pensais que j'étais maligne, que je faisais en sorte de partir en douce, mais c'est lui qui a mis en place la stratégie parce qu'il est très intelligent. Il nous a coincés jusqu'à un tel point que je me suis obligée de partir. On était contre le mur. Ça a été un jeu d'échecs. J'ai compris que c'était un jeu d'échecs. Mais ça fait rien. Oui, mais finalement, pour vous, ça devenait intenable, cette situation. Pour vous et votre fils. Maintenant, je respire. Je peux rentrer dans la maison. Voilà, c'est ça. L'important, c'est que vous ne subissiez pas la situation et, comme vous dites, que vous retrouviez votre souffle, finalement. Oui, c'était des humiliations constantes. Constantes. Votre fils a quel âge ? Il a 38. Il vit avec vous ? Oui, il a toujours vécu avec moi. Il va toujours vivre avec moi parce que, disons, j'ai tout fait pour qu'il aille bien dès que la maladie est venue, à l'âge de 18 ans. De quoi souffre-t-il, votre fils ? Il est schizophrène. D'accord, oui. C'est un nom générique, mais il est schizophrène. Parce qu'il y a plusieurs sortes de schizophrénie. De schizophrénie, mais enfin, oui, on ne va pas rentrer... Voilà, bon, il est contrôlé, il prend ses médicaments, il a beaucoup d'activités. Il est bien stabilisé. Complètement stabilisé. Plus que moi, je crois.
Non, je rigole, Oui, mais- si, mais c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que lui, la séparation, parce que des changements quand même importants comme ça dans le mode de vie pourraient engendrer des angoisses. Non, finalement, peut-être qu'il vous sent mieux aussi, et puis il est avec Non, vous. Au départ, il était en colère contre moi. Mais maintenant, comme mon ex ne nous a plus jamais appelés, plus jamais, nous a rayés du cahier, il a compris qu'il a moi et que j'ai lui. Maintenant, il s'est calmé parce qu'il a vu qu'il n'y a rien qui viendra de l'autre part. Ben, ça C'est pas la l'insécurisait certainement, la perspective de la Oui, séparation. maintenant il a une chambre. Avant, il mangeait tout seul, devant la fenêtre, pas avec nous. C'était de la maltraitance. vous Mais parce que comprenez. votre mari ne souhaitait pas qu'il prenne ses repas avec vous, ou votre fils finalement le fuyait Il avait aussi? toujours des scènes. À chaque repas, il avait une scène. C'est très Prenez dur à ça. supporter aussi, il faut dire, la pathologie, parfois, mentale, et même dans des couples, ça peut, des Oui, couples se mais déchirent, et alors, On part du principe que des gens intelligents peuvent raisonner et comprendre que l'autre est plus faible. c'est vrai, je suis d'accord avec Et vous, mais composer. l'intelligence, par Ça n'a moment, rien à voir avec l'intelligence affective. oui, c'est ça, dans un quotidien, ça peut être difficile. Mais votre fils, lui, dans un quotidien, ne vous cause pas de difficultés particulières, si je comprends bien. La seule chose, c'est la répétition constante des mêmes phrases. Ça fait 20 ans qu'il dit la Ah même oui. chose. Qu'est-ce Ça, il qu'il y a dit du- d'ailleurs? Qu'est-ce Il qui sur... répète. Il a un langage stéréotypé. Ben oui, qui fait partie, là, oui. Parfois dans certaines formes, oui. Et rien n'y Parle à la fait. troisième personne. Hmm. Il dit son nom à la place de dire moi. Il dit son nom. Je dis c'est qui toi? Moi je suis le tel. Je ne dis pas ton prénom. Dis moi. Hmm. Et là, quand je vais avoir une conversation un peu sérieuse avec lui, il échappe. Il part vers autre chose. Il dit la lune est belle. Il dit n'importe quoi parce qu'il ne veut pas discuter. Il ne veut pas. Il veut continuer à être un petit garçon. Il ne veut pas mûrir. Mais il peut pas tellement faire autrement, et puis il ne veut pas, ou il ne peut pas, ou en tout cas dans ses stéréotypies verbales aussi, il y a quelque chose qui l'apaise. C'est une façon aussi de lutter un peu contre une angoisse interne. Oui. Donc il y a quelque chose qui le il faut que ce soit rassure. programmé. Oui. Mais évidemment pour vous c'est fatigant, épuisant même. Ah oui, c'est fatigant. Avant, moi, je faisais des activités dehors, de la danse, je dansais follement. Moi, je crois que c'est Ah pour moi bon? aussi, Quelle danse pratiquiez-vous un peu? Vous me faites rire à danser follement. Tout, mais c'est- tout était bon. Tout était bon. Tout était bon pour faire- danser. Ah, ben vous n'êtes pas brésilienne pour rien, hein? Bon. Non. Tout était bon pour faire la fête. C'est flamenco. La danse orientale, Ouais. allez, c'est bon. Les Ah oui, tambours. d'accord. Non, Tout était C'est bon pas- pour bouger, pour vous laisser pour entraîner. bouger, pour Oui. être avec les autres, pour avoir une vie à part. Hum. Et pourquoi vous vous dites avant, c'était avant quoi? Avant, c'était déjà comme ça, parce que depuis que je me suis mariée avec lui, il a toujours fait sa vie à part. Toujours. Ah oui? Et ça, c'était... Ah oui, toujours. Je crois qu'il s'est marié, en fait, pour avoir le statut d'homme marié. J'ai l'impression. Oh, ça, peut-être qu'aujourd'hui vous dressez ce constat-là, mais ça n'a pas toujours été comme ça, j'imagine. Mais Parce que vous moi, il a avez... regardé son alliance après le mariage. Il a gardé son alliance ou il l'a enlevé? Regardé son alliance. Ah bon? Je trouvais ça un peu bizarre, en tout cas. Mais... Bah écoutez, il vaut mieux ça qu'il y en a qui l'enlèvent immédiatement après, donc finalement... Ah non, je préfère entre les deux. Hein. Finalement, voilà, c'était pas son Ouais. cas. Et pourquoi vous avez arrêté de danser? J'ai arrêté de danser parce que moi, je voulais me reconstruire et me reposer, me centrer un peu plus sur des choses plus profondes que la danse. Parce que le milieu de la danse, c'est un milieu un peu dur. Il a toujours, même si j'ai 66 ans, les femmes qui dansent comme mon âge un peu plus jeune, elles pensent qu'elles vont être artistes
Il y a de la concurrence. Mais oui, mais si vous le faites avec un autre état d'esprit et pas avec la compète en tête ou... Non, mais je suis hors compète, je suis hors concours, moi, à mon âge. J'ai fait pour m'amuser. Oui, mais comme vous dites, c'est pas une question d'âge. Il y en a qui veulent toujours être dans la performance, penser... Vous le faites pour le plaisir, parce que ça vous fait du bien, finalement. Oui, mais je suis pas là pour discuter. S'il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche. Oui. Oui. C'est puéril. Vous n'êtes pas une puriste, vous dansez pour le plaisir, quoi. Non, mais je suis pas non plus à l'internat pour qui on tape, qui je saute comme un petit singe. Non. Mais je vais avoir un peu de liberté parce que je suis quelqu'un de très créatif. J'aime beaucoup tous les arts. Donc, pour moi, c'est une manière de m'exprimer. Pour être danseuse, il faut commencer à l'âge de 6 ans. Ce n'est pas à mon âge que je vais être danseuse. Est-ce que vous arrivez, puisque votre fils est à la maison, est-ce qu'il va en hôpital de jour? Est-ce que vous dites... Les problèmes de la psychiatrie en France, elle est à l'abandon. Complètement. Ça, vous avez raison. D'ailleurs, il y a eu dans le monde des psychiatres comme ça qui ont fait une tribune en disant que la psychiatrie était vraiment, comme vous dites, en grande souffrance et le personnel en grande souffrance. On réduit les temps d'hospitalisation alors qu'on sait... Oui, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, je vous en prie. On sait que la maladie mentale, il faut du temps. Et que le temps d'hospitalisation est important pour la prise en charge d'un patient, mais là aussi, ça a toujours été le parent pauvre de la médecine, et là, la situation est assez dramatique. Oui, vous avez raison. Même son psy était déprimé. Hein. Oui, mais beaucoup de psys sont déprimés, hein. Vous savez, actuellement. Parce qu'il a créé une structure excellente, mais n'avait plus les moyens. Oui. Tout ce projet tombé par terre. Alors il y a la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui, suite à cette tribune dans Le Monde, disait qu'elle avait tout à fait conscience du problème de la psychiatrie et qu'elle voulait vraiment essayer de redonner les moyens à cette discipline, et espérons que ça sera suivi des faits. On va voir, parce que j'habite à côté de l'hôpital psychiatrique à Marseille. Oui. Et là, la rue où j'habite, je connais tous les malades mentaux. Ils ne me font pas peur, hein, parce que je les connais. Oui, et je sais parler avec eux. Oui. Mais je crois qu'ils prennent les médicaments, ils se baladent sur la rue pendant la journée, et après le soir, ils rentrent. Oui, c'est ça. On manque de structure, un peu d'accueil, les hôpitaux de jour qui permettent. D'écoute. Je suis allée à un psychiatre, il m'a dit, je suis pas là pour parler, madame. Si vous le psychiatre vous a dit ça? Oui. Ouais. Il voulait mon fils pour faire de la recherche sur le cerveau des schizophrènes. Oui, non, mais alors ça c'est... Oui, écoutez, franchement, déjà sur un plan éthique, ça pose question de poser les choses en ces termes-là, parce que votre fils n'est pas un objet de recherche. Non, il n'est pas... Un sujet à part entière, certes schizophrène, mais... Donc vous avez bien fait... Enfin, c'est quand même fou qu'il ait présenté les choses comme ça. Mais... Oui, on a attendu 3 heures pour qu'il les reçoive. Oui. Je ne vais pas dire le nom de l'hôpital. Non. Et là, il a pris les dates, Mais si c'est dans le cadre d'un hôpital et que tout dépend aussi comment les choses sont présentées et faites derrière ça. C'est-à-dire qu'on peut dire que dans le cadre, c'est bien qu'il y ait de la recherche et que ça se fait aussi à l'hôpital, et dire que effectivement il y a une prise en charge qui peut être proposée à votre fils, et vous seriez d'accord? Est-ce qu'il serait d'accord lui-même pour participer à un projet de recherche, mais en tenant compte de sa singularité? Oui, c'est pas la même chose que de vous dire moi je parle pas, je fais de la recherche, quoi. Oui. Et mon fils a pleuré. Je dis, pourquoi vous parlez pas avec moi, monsieur? Je voulais tellement parler avec vous. Je dis, bon, on rentre. Je ne suis plus jamais allée dans cet endroit. Mais comme je suis petite fille de psychiatre, j'ai repéré les signes parce qu'il y a beaucoup de malades dans ma famille. Et je me suis dit, il faut agir tout de suite. Donc j'ai pleuré pendant 2 jours. Le 3e jour, je pleure plus. C'est fini, c'est pas la peine. Vous êtes courageuse.
Est-ce que vous avez, parce que on parlait de l'état de la psychiatrie aujourd'hui en France et qui est vraiment laissé à l'abandon, mais est-ce que vous connaissez l'existence de l'UNAFAM, justement une association? Oui, je connais. Vous connaissez cette association qui fait justement un travail d'écoute formidable auprès des familles et des patients. Mais j'ai pas voulu non plus, moi, m'enterrer dans le milieu de la maladie. Parce qu'il y a beaucoup de parents d'autistes qui ne vivent avec des autistes. Moi, j'ai voulu sortir de ça. Parce que j'ai déjà une mère malade, un oncle malade, un cousin malade. Je me dis, ah non, c'est trop. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui fait que vous m'avez appelé ce soir pour... Ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de mon fils. Parce que je suis toute seule en France. Et je ne suis pas éternelle. Ça m'inquiète beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Comment il va vivre? Où est-ce qu'on va le mettre? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est l'inquiétude de beaucoup de parents, hein, évidemment. C'est que la solution n'est pas de les placer en hôpital psychiatrique. Il y a des. Alors, mais c'est pour ça que je trouve que dans ces cas-là, et je comprends tout à fait que vous n'ayez pas envie que la maladie envahisse tout votre quotidien et de ne plus parler que de ça. Mais en revanche, le rôle des associations est quand même très important pour être entouré. Partager finalement vos préoccupations avec d'autres parents qui peut-être justement ont trouvé des réponses à ces questions, ou en tout cas avec les équipes, parce qu'il existe des recours, des solutions évidemment. C'est-à-dire qu'il y a même des appartements thérapeutiques qui peuvent être mis en place pour des patients schizophrènes, avec bien sûr une équipe soignante qui passe régulièrement, des éducateurs. Alors là encore, pas assez. Mais quand même, il y a des solutions qui existent. Et là, je pense que de vous tourner vers des associations pourrait vous aider un peu à envisager l'avenir peut-être un peu plus sereinement. Oui, peut-être. Moi, je connais d'autres femmes qui ont des enfants malades et elles sont toutes dans le même cas que moi. Parce que si vous voulez, c'est très dur étant seule. Toute la responsabilité repose sur vos épaules. C'est très difficile. Oui. Vous n'avez plus de contact avec le père de votre fils? Il a disparu. Le père qui est au Brésil? Je ne sais pas. Oui, le père de votre fils. Oui, il est au Brésil. Il les prend une semaine par an. Oui, c'est très peu. C'est rien du tout. Et lui, par rapport à l'avenir, il se pose pas de questions. Il s'appuie sur vous. Il sait que c'est vous qui êtes là. Le problème c'est que dans cette famille, tout le monde s'appuie sur moi. Vous comprenez? Elena, elle est gentille. Elena. Même ma fille, quand elle a besoin de quelque chose, Elena, c'est moi. Je fais tout ce que je peux. Vous avez une fille également, donc qui elle... Oui, elle est en Suède. Elle est en Suède? Oui. Ah dites-moi, oui, c'est très cosmopolite. Non, c'est du Brésil, elle est partie en Suède. Je me suis rendu compte que son frère était malade. Je voulais pas qu'elle subisse ça. Parce que moi, j'ai subi pendant toute mon enfance une mère malade. C'était pas facile. Je crois qu'on s'en est bien sorti. Hein? On est bien. Et j'ai dit, bon, ma petite, va faire un stage en Italie. Après, tu vas en Angleterre. Elle est partie en Angleterre. Après, elle est partie aux États-Unis. Ah oui. Une fille très déterminée. Oui. Qui dit, maman, je vais travailler à la Banque mondiale. Tout le monde, voilà, la petite brésilienne et elle travaille à la Banque mondiale. Elle est déterminée. Oui, elle est déterminée. Mais les chiens font pas des chats, hein. Vous aussi, vous êtes quelqu'un de déterminé, de volontaire. On le voit là, même à travers tout ce que vous avez mis en place pour votre fils aussi, qui fait qu'aujourd'hui il est stabilisé, que vous pouvez partager un quotidien avec lui, où ça se passe bien. Je suis partie en Suède pour voir ma fille. Première fois, je l'ai laissée tout seule. Ça n'a pas dû être simple. Oui. Elle avait quel âge? Je me suis dit, pardon? Elle avait quel âge quand elle est partie en Suède? Non, ma fille. Oui. Elle a passé le bac à l'âge de 16 ans. Ah oui. Très tôt. Oui. Très tôt. Et après en Suède, elle avait quel âge quand elle est partie? De la maison. Elle est partie à l'âge de 18 ans.
18 ans. D'accord. Pour habiter en Italie, faire un stage. Donc elle, ça Non. va, elle vole de ses propres ailes, Oui, elle va ça bien. va, parce que ces problèmes, ils sont très mûrs du point de vue intellectuel. Parfois, ce sont des fruits qui ont mal mûri. D'un côté, ils sont mûrs, de l'autre côté, ils sont verts. Du point de vue affectif, elle est un peu limite. Mais elle a quel âge, votre fille? Elle a 36. 36. 30, D'accord. 36. 36. Ah, vous savez, on a tous des moments où c'est pas toujours simple. Enfin, je veux dire, on a tous un peu des failles et sur le plan affectif, on peut avoir certains moments. Oui, Ouais, parce qu'on on est grandit des pas humains, tous hein. au même rythme. Oui, c'est pas, faut pas non plus. C'est pas non plus. mathématique. La vie. Oui, non. L'important c'est que bon, elle a pris son envol, elle est autonome, et vous, vous avez mis quand même beaucoup de choses en place. Maintenant, il faut que vous pensiez aussi un peu à vous Un dans peu cette à moi, histoire parce pour vous trouver des respirations. Vous dites là Il faut que qu'il maintenant, je suis rentrée dans mon nid. Là, ici, c'est mon nid. c'est important, Je oui. suis contente de pouvoir ouvrir la porte de ma chambre, ne pas avoir des cris, des disputes. Oui, je comprends. L'odeur d'alcool épouvantable. Et de pouvoir respirer. Vous dites, vous respirez à tous les sens du terme à nouveau. Oui, vous sentez plus libre en fait. Et j'ai recommencé à rêver. Je ne rêvais plus. Dites-moi, hein. Oui, c'est bon signe. Je dis oui, je recommence à rêver. Vous ne rêviez plus, vous preniez des somnifères pour dormir, Je prends un peu parce que j'ai un grave problème de santé. J'avais très mal. Et les médecins ont mis en place ça. C'est un médicament qui crée comment dire en français, j'ai oublié le nom, de la dépendance. Alors attendez, des anxiolytiques ou des antidépresseurs? Oui, c'est D'accord. un petit médicament pour dormir. Mais si vous avez un peu diminué, parce que vous savez, avec des somnifères, on ne rêve plus, hein. Donc si vous avez aussi diminué, j'ai un programme. Oui, c'est bien. Il faut vous remettre un peu à la danse, Elena. Trouver un club sympa près de chez vous, où justement il n'y a pas une atmosphère de compétition et puis. Le problème, c'est que j'ai une tête de 40 ans, mais j'ai un pied de 66. Vos pieds vous trahissent. Ah. Oui. Oh, mais vous allez retrouver un peu le rythme. Ça va vous faire du bien de bouger. Je souffre comme une folle. Mais non, c'est pas le seul problème. Le seul problème, voilà, je peux revenir à la danse, mais c'est qu'on commence à faire l'addition de tout ce qu'on dépense par mois. Avec mon fils, je dépense 800 € par mois avec ses activités. C'est énorme. Et son père ne participe pas du tout? J'ai aucune aide. Aucune. J'ai rien demandé. Mais moi, je pense vraiment, Elena, il faut vous tourner vers les associations. Il faut. Je comprends que vous n'ayez pas eu envie à un moment où vous êtes débrouillé autrement de participer à des groupes de parole. Enfin, à un moment, vous en aviez assez, quoi, de la maladie, de par votre histoire familiale, l'histoire de votre fils. Mais je pense que quand même, ça peut être utile pour aussi dans les démarches qui peuvent être faites, dans les soutiens que vous pouvez rencontrer. Comment se sentir? Aider les autres, ça serait une bonne chose. Aussi. Mais avant d'aider les autres, parce que vous portez déjà beaucoup de choses, je trouve, seul. Donc, vous pourriez aussi trouver une aide et un soutien sur, ne serait-ce que peut-être, il y a peut-être des allocations, des aides dont vous pourriez bénéficier et dont vous n'êtes pas au courant, vous voyez. Donc, ça vaut le coup de se renseigner. Il a l'allocation du terrain handicapé. Je voulais qu'il travaille parce que c'est un garçon intelligent, il parle 4-5 langues, il a une mémoire spectaculaire, voilà. J'ai fait une chose informelle à la campagne, tous les vendredis, je l'amène à la campagne, il va aider la femme de la bibliothèque à ranger tous les livres, il est très fier de travailler. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que la Cotorep classe les gens sans les voir. Il a été classé comme inapte au travail, il avait 18 ans. Il a 38, il continue avec les mêmes statuts. Ils n'ont jamais vu mon fils. Je trouve que ça, c'est pas bon, ça. Je voulais qu'il travaille un peu.
Mais c'est là aussi, alors vous allez dire que je me répète, hein, mais Ah oui, oui. mais ben oui, moi aussi je me répète, mais les associations sont utiles aussi parce que elles peuvent justement mobiliser, tenter de mobiliser les pouvoirs publics, les structures, justement faire en sorte qu'il y ait moins de stigmatisation par rapport à la maladie mentale, parce que les personnes qui souffrent de troubles mentaux sont encore très stigmatisées. Bon, et les associations font remonter tout ça et peuvent faire bouger les choses. C'est là où je pense que par rapport à ce que vous traversez, les questionnements que vous avez par rapport à votre fils, le fait qu'il est par rapport à cette histoire de la cotorep, où bon voilà, pour eux il est schizophrène, incapable de travailler, mais malheureusement vous pourriez partager l'expérience d'autres parents, d'autres personnes qui ont peut-être des conseils, des tuyaux un peu à vous communiquer. Ça vaudrait le coup, je pense, là, Vous avez toujours de très bonnes idées. Pour déjà être un peu moins seul. Et puis quand même voir du côté de l'assistante sociale, parce que on ne sait jamais. C'est-à-dire que du fait de votre séparation, du fait que vous vous retrouvez seul avec donc votre fils, ce problème de maladie mentale, là aussi il y a peut-être des recours, des aides. On n'est jamais assez informé finalement sur ce qui existe. Oui, alors une petite question, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on trouve les assistantes sociales? C'est dans les quartiers? C'est où? C'est à l'hôpital? Vous pourriez déjà vous renseigner à la mairie de votre quartier, de votre arrondissement, voir effectivement les services sociaux du secteur. Mais à l'hôpital où est suivi votre fils, il y a aussi une assistante sociale. Il n'est pas suivi à l'hôpital. Il est suivi en privé. Mais à un moment, vous m'avez parlé du psy à l'hôpital. Oui, c'était celui qui voulait faire parce que j'ai tenté les services publics à l'hôpital, ça n'a pas marché. Je me suis retournée vers les cabinets privés. Il va une fois par semaine chez le psy. Et dans le public, c'est une fois par mois. Mais même si le psychiatre donc est en privé, il travaille en réseau aussi avec en service. Il a été indiqué parce qu'ils ne peuvent pas avoir de psychiatre, c'est interdit. Ils ne peuvent pas avoir un psychiatre dans le public, l'autre dans le privé. Parce que celui du public dit, si vous allez voir le médecin privé, je ne peux plus vous recevoir. Parce que vous êtes déjà suivi. Oui, mais vous me disiez que vous aviez essayé le public et ça n'avait pas marché. Il n'y avait plus de place. Sans rentrer trop dans les détails. Oui, il a eu pendant 20 ans un psychiatre, le même, qui est parti à la retraite, mais n'a pas averti qu'il allait partir à la retraite. Moi, j'ai prévu qu'il allait partir à la retraite. Je suis allée au public et j'ai pris un psychiatre relais. J'ai dit, si l'autre part sans avertir, et au moins, il connaît déjà quelqu'un, il n'est pas largué. Et cette psychiatre qui est d'origine polonaise, qui m'a indiqué son psychiatre qu'il a maintenant. Je crois que c'est pas si j'étais très claire. J'ai passé par le public pour retourner au privé. Allô? Bon, écoutez, je pense que il faudrait voir quand même, en passant un petit coup de fil là au psychiatre qui suit actuellement votre fils, en lui faisant part aussi de vos interrogations par rapport à l'avenir, du fait que vous êtes désormais seul en charge de votre fils, et peut-être qu'il peut vous mettre un peu en réseau aussi avec des structures ou vous dire, mais il a forcément là aussi une expérience clinique dans ce domaine. Votre fils n'est pas le seul patient schizophrène qui suit. Peut-être certains sont plus âgés, dont les parents sont décédés. Et il pourrait vous parler des recours possibles. Et là encore une fois, je vous conseille de vous tourner vers les associations et notamment l'UNAFAM, parce que c'est un problème récurrent auquel pensent tous les parents dont l'enfant présente une maladie psychiatrique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il deviendra une fois que nous ne serons plus là. Donc ils ont du recul et c'est
même si évidemment c'est pour le moment, heureusement, vous n'êtes pas confronté à cette échéance là à court ou moyen ou long terme, mais c'est rassurant de savoir quels sont les recours. Et de ne pas, parce que vous portez trop de choses toute seule là, d'accord? Donc tournez-vous un peu à la fois vers l'UNAFAM. Vous pouvez passer un petit coup de fil aussi au psychiatre de votre fils, en lui disant d'ailleurs que vous êtes séparés aujourd'hui et donc vous vous retrouvez. Il sait, hein. Bon, il le sait très bien. Et puis peut-être voir à ce moment-là, puisqu'il n'est pas suivi à l'hôpital, mais voir avec l'assistante sociale du secteur, c'est-à-dire en contactant le service social de votre mairie d'arrondissement. D'accord. Je pense que là, vous aurez des recours possibles. Hein. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, Elena. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Mais je vous souhaite quand même. Oui, une bonne soirée ou un bon début de nuit. Au revoir, Elena. Beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. La libre antenne, la nuit, sur Europe 1. Alors des petits messages pour Elena. Lily dit on peut trouver aussi les assistantes sociales dans les maisons des solidarités qui dépendent des conseils départementaux et font le lien avec les MDPH. Et puis quelqu'un qui dit chère Elena, quel courage vraiment et cet homme, visiblement, dit j'ai ressenti un choc à votre écoute car il y a 40 ans, j'ai vécu un magnifique amour avec une Brésilienne. Voilà. Et puis il y a d'ailleurs Antonia qui envoie un petit message en portugais, mais vous connaissez mon accent, je suis pas douée du tout pour les langues, donc c'est un petit message très sympathique et très amical à votre intention. Quelqu'un qui dit qu'il a vécu aussi à Sao Paulo, il dit oui, reprenez la danse, Elena, ça va aussi vous faire du bien d'avoir un peu de légèreté par rapport à tout ce que vous portez et assumez avec courage par ailleurs dans votre vie. Bonsoir Rémi. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc je reviens vers vous. On a déjà discuté fin 2017 par rapport des sentiments, par rapport à une femme, quoi. Et disons à l'époque vous m'aviez dit faut la fuir. Bon, là, ça fait ça. Et vous ne m'avez pas écouté, vous êtes toujours épris d'elle, alors. Ah, vous avez... Pourquoi je vous disais de la fuir, cette femme? Vous avez compris l'histoire, alors? Non, j'imagine que si vous me rappelez pour me parler d'elle, c'est qu'elle occupe toujours toutes vos pensées. Pourquoi je vous avais dit qu'il fallait la fuir? Parce que là, ça me dit rien, comme ça, hein, je vais être honnête avec vous. Oui, mais parce que j'avais dit, elle me disait qu'elle m'aimait beaucoup d'une amitié profonde. Ah si, je me souviens maintenant de cette formulation. Et à l'époque, vous m'aviez dit fuyez. Ou enfin, j'avais pas dû vous dire ça, simplement au bout de 30 secondes, suite à ça, on avait développé, vous voyez, Non, mais bon, ça c'était l'an passé, maintenant, ça fait 5 mois qu'on se côtoie, et tout se passe bien, enfin, tout se passe bien. À la fin, non, moins bien, mais bon. Elle était très attachée à moi, elle m'a fait des cadeaux, j'allais manger chez elle allait manger chez moi et tout. Oui. Et à un moment, elle me dit, je supporte plus, t'es trop une indépendance affective. Et ça, j'arrive pas. Bah, c'est un peu, c'est un peu fourre-tout. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire par là? C'est-à-dire qu'elle aussi était, elle vous le dit apparemment très attachée à vous. Donc, qu'est-ce qu'elle vous reproche au juste? On a passé de très bons moments ensemble, mais elle me dit, j'en demande toujours plus. Mais c'est-à-dire que vous êtes amoureux d'elle? Oui. Et elle vous parle d'une amitié? Non, elle m'a dit, elle a avoué qu'elle avait des sentiments, qu'elle m'aimait aussi. Ah, d'accord, donc ça a progressé. Oui, ça a progressé. C'est pour ça que je vous ai rappelé. Oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait, Rémi. Mais alors, est-ce que depuis, vous avez eu une relation amoureuse avec elle? Oui. D'accord. Oui, bon, oui. Alors, voyez, vous avez bien fait de pas fuir. Faut pas toujours écouter ce que je dis. Ah, vous voyez, ça vous arrive de dire des bêtises. Eh ben, bien sûr que ça m'arrive. Bien sûr que ça m'arrive de dire des bêtises et de me tromper. Bien entendu. Bah, évidemment. Mais maintenant, ce qui se pose comme problème, elle me dit, si tu es toujours en attente, trop en attente, oui. Pardon, que tu veux venir tous les jours ou tous les 2 jours, pour elle veut garder son indépendance. D'accord, parce que donc vous avez chacun votre appartement.
Oui, bien entendu, oui. Et elle tient à elle est amoureuse de vous. Elle, Je sais pas si elle l'est encore, parce que elle apprécie pas que je sois trop... vous voudriez la voir tous les jours, en fait. Peut-être pas tous les jours, mais 3-4 fois par semaine. Et là, vous voyez à quel rythme? Bon, là, ça fait 8 jours qu'on s'est pas vu. Mais parce que là, elle est un peu fâchée. Elle est fâchée, bon, oui, elle a aussi des problèmes avec sa maman, alors... Elle me dit, tu sais, quand moi, ça va pas, je veux être seule. Et ça, moi, c'est là qu'on n'est pas compatible. Vous avez un peu de mal à le comprendre, parce que vous, voilà. Quand vous n'allez pas bien, vous préférez être entouré. Voilà, absolument. Oui. C'est tout à fait ça. Vous êtes différent. C'est vrai qu'on réagit différemment. Et je n'arrive pas à comprendre que moi, quand je suis mal, bon, ça dépend la souffrance. Elle a aussi des problèmes de dos. Et j'ai l'impression, elle me dit, tu m'oppresses trop, et moi je peux pas continuer une relation comme ça. Mais c'est-à-dire, ce que je crois comprendre, c'est qu'elle a des soucis par ailleurs, puisque vous me dites qu'elle a des problèmes avec sa mère actuellement. Oui. Sa mère a des problèmes de santé elle-même. Oui. Aussi, sa maman est assez âgée, 88 ans. Quoi. Oui, bon. Donc elle est forcément, elle a besoin de temps aussi pour s'occuper de sa maman, pour être disponible. Et puis peut-être après un peu pour souffler, pour se retrouver. Mais dans l'immédiat, elle veut même plus de messages téléphoniques, enfin de SMS, pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque depuis 8 jours, donc vous n'avez plus de contact avec elle. J'ai eu des contacts téléphoniques depuis 8 jours. Mais maintenant, elle dit elle voudrait plus en avoir, elle voudrait être tranquille. Ouf. Et alors, les derniers messages que vous lui envoyez, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai envoyé Mais pourquoi qu'elle accepte plus? Elle a dit elle veut sa paix, elle veut être tranquille. Et pourtant, elle m'a dit on a passé de très très bons moments, hein, c'était mon petit soleil. Et puis pourquoi d'un coup, elle me dit ou c'est une excuse, je ne sais pas... Elle supporte non, c'est que, comme vous dites, elle ne réagit pas comme vous. Oui, c'est-à-dire que les moments où elle est moins bien, où elle est soucieuse, où elle est peut-être un peu inquiète, un peu triste, ou elle préfère rester seule, avoir un temps peut-être chez elle, ou se ressourcer, vivre à son rythme. C'est pas contre vous qu'elle fait ça. C'est parce qu'elle, c'est sa façon de réagir. Ah oui. Et peut-être de se retrouver un peu, de vivre à son rythme. Mais si elle était avec vous, parfois c'est une façon aussi de protéger la relation d'ailleurs. Parce que si elle était avec vous dans ces moments-là, elle serait pas totalement disponible pour vous, puisqu'elle aurait la tête pleine de soucis. Oui, elle dit alors toi tu viens avec tes trucs à toi, moi j'en ai assez pour moi, je préfère arrêter. Elle m'a dit elle préfère arrêter la relation. C'est ça qui me parce perturbe. Que ce qui est important, c'est qu'à un moment dans une relation, c'est compliqué, mais il est important de se mettre un peu à la place de l'autre. Or là, ce qu'elle semble vous dire, c'est que vous réagissez un peu par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous... Oui, je l'étouffe. C'est-à-dire que vous, comme c'est votre petit rayon de soleil, donc vous avez besoin de la voir, elle vous fait du bien, vous l'aimez, donc vous pensez un peu à vous uniquement, et pas au fait elle peut avoir à un moment. C'est moi qui suis égoïste, excusez-moi de vous couper. J'irai pas jusque là, mais qu'elle peut avoir d'autres besoins et que c'est pas forcément et qu'elle fait pas ça contre vous ou pour vous faire du mal ou pour vous faire de la peine, mais que en revanche, si elle a le sentiment que vous ne la comprenez pas ou que finalement vous passez outre, elle peut vous en vouloir. Elle va finir par vous en vouloir en disant, au fond, tu penses qu'à toi, tu penses qu'à toi et à ton bien-être et tu es pas à l'écoute de ce dont moi j'ai besoin. Vous voyez ? Oui, parce que moi, mon but, c'est de la voir et elle... J'entends bien. Mais de la voir, oui, mais elle a aussi, c'est normal quand on est amoureux, que vous en plus vous passez de bons moments ensemble. Mais peut-être, je vous disais, il vaut peut-être mieux
la laisser dans ces moments un peu de retrait, même si c'est un peu compliqué à vivre pour vous, Rémi, parce que ça peut être une façon de préserver votre relation. Parce que si vous, d'abord, on peut pas forcer l'autre à nous voir, et puis elle pourrait être un peu agressive avec vous. Ou en tout cas, vous passeriez... Tout en gardant les sentiments en vis-à-vis de moi, elle pourrait être agressive. Bah oui, ça peut arriver, ça. On Bien peut sûr. aimer dans l'agressivité, à votre avis? Aimer, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais aimer, c'est pas toujours l'amour pur et dénué de tout sentiment. On aime, il y a des gens qu'on aime et à certains moments, ils nous énervent, ils nous agacent. Ça n'empêche pas qu'on les aime toujours. Pour des futilités, parfois. Mais oui, aussi pour des futilités. L'amour comme ça, parfait, absolu, non. Entre humains, ça n'existe pas. Donc, on peut aimer son mari ou sa femme, mais il y a des moments, il y a des trucs qui nous énervent. Pareil avec ses enfants. Mais je me sens super bien à sa compagnie. Et là, ça fait 8 jours maintenant, je sombre parce que oui, je suis en dépendance affective, je le reconnais. Ben alors, bon, sans tomber dans ce terme-là, parce que maintenant on utilise des grands termes un peu pour tout. Elle vous manque, on va dire plus simplement, parce que vous. Beaucoup, mais oui, mais il faut. Si j'ai pas le choix, ben. Non, mais Rémi, c'est pas la fin du monde là. Plus vous allez vous accrocher, devenir après elle, plus elle va vous tenir à l'écart et ça va finir par l'énerver sérieusement. Ouais, vous avez compris sa manière de fonctionner, alors que moi je ne la comprends pas. Et oui, pas assez en tout cas. C'est-à-dire que vous êtes trop absorbé par vous-même et le fait qu'elle vous manque, donc plus vous allez lui demander de la voir, insister, plus elle va vous tenir à distance. Et c'est ce que je crois qui se passe. Essayez d'en tenir compte, même si c'est un peu dur pour vous, en disant, vous pouvez même lui envoyer un petit message en disant je comprends que tu aies besoin de te retrouver un peu seul et c'est vrai que par moment je suis peut-être un peu envahissant et en lui mettre un mot gentil, je pense à toi, prends soin de toi et à très vite. Voilà, mais un petit mot gentil où vous respectez son besoin d'être seule. Elle peut avoir besoin d'être seule. Ce n'est pas contre vous. Alors elle s'est fâchée parce que j'ai dit tu fais que ça parce que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Alors évidemment elle n'a pas apprécié du tout. Oui, parce qu'encore une fois vous n'entendez pas ce qu'elle. Je fais des films. Vous faites des films et au fond vous n'entendez pas ce qu'elle vous dit. Ouais. Alors que c'est pas ce qu'elle vous dit. Elle vous dit pas qu'elle vous aime plus. Elle vous dit pas qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Il y a le fait qu'elle se fait du souci pour sa mère, qui est âgée. Oui, ça lui demande du temps. Elle a aussi des problèmes personnels elle-même au niveau santé. Alors, si elle a mal au dos, quand on a une douleur, on n'a pas forcément, on a un peu besoin parfois de rester un peu comme un animal blessé, un peu dans sa tanière, tranquille, essayer de se reposer. Mais ça veut pas dire que vous ne comptez plus pour elle. Simplement. Non, elle m'a dit que j'ai eu des sentiments. Je t'ai vraiment aimé, elle dit. Mais je t'ai vraiment aimé, ça veut dire qu'elle veut plus, que c'est fini. C'est un peu embêtant qu'elle en parle au passé. Voilà. C'est ça aussi. Donc ça, pour moi, c'est une rupture. Bon, vous savez, les choses sont jamais aussi simples que ça. Vous pouvez peut-être lui envoyer un petit message en disant... pas en vous excusant, mais un peu quand même en disant que que je la comprends mieux davantage. Que vous êtes, vous êtes désolé parce que c'est vrai que vous avez, vous rendez compte que vous n'avez pas été suffisamment peut-être à son écoute, et que vous comprenez qu'elle ait besoin aussi de temps pour elle. Mais ça, est-ce que vous allez pouvoir le gérer ou pas? J'ai pas le choix. Si je veux pas la perdre, j'ai pas le choix.
Si vous pouvez, si vous arrêtez de vous faire des films et de vous dire c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un et que vous prenez simplement ce qu'elle vous dit, à savoir que actuellement elle a des soucis elle a des problèmes de dos qui la font souffrir. Elle a sa mère âgée qui lui cause aussi du souci, qui lui demande beaucoup de temps, et que donc les moments avec vous, ça doit être des moments. Vous le dites d'ailleurs quand vous êtes avec elle, vous dites c'est votre petit rayon de soleil. Donc elle est agréable quand elle est avec vous. Vous passez le bon moment ensemble. Mais moi, elle a besoin de temps. Dans mon tête à moi, que quelqu'un qui a des problèmes, qui va mal, on est bien que quelqu'un une compagnie. Oui, mais encore faut-il que cette personne vous comprenne. Vous, là, vous raisonnez plus dans le fait que vous voulez être avec elle et vous avez envie de la voir, plutôt que de dire comment puis-je t'aider et te soutenir. L'aider, elle veut rien de moi. Hein. Elle m'a dit non, je me débrouillerai par moi-même. Oui, visiblement c'est quelqu'un de très indépendant et c'est aussi ça qui vous a séduit certainement chez elle. Elle a quel âge cette dame ? 56. Oui, donc elle tient à son indépendance, à ses habitudes. Si en plus actuellement elle a mal au dos, vous voyez, elle n'a pas forcément envie de. Oui, ça c'est vrai. Hein. Elle a besoin de se reposer. Elle prenait des coussins pour son dos, c'est pas du cinéma. Donc elle a plutôt besoin de rester au calme. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous mettre à côté d'elle sur le canapé, lui tenir la main ? Oui, proposez-lui, dire, vous pouvez lui mettre un petit mot gentil en disant que vous pensez à elle et que vous êtes là pour elle si elle a besoin et lui proposer. Ça, Caroline, oui, mais trop. Toute la journée. Oui, mais trop, justement. Vous l'avez à un moment, vous reconnaissez vous-même peut-être trop envahi de messages, de sollicitations. Ça me rend dingue de penser qu'à, comme je suis à la retraite, il faudrait que j'ai des occupations quelque part. Oui, vous avez raison. Il faudrait que vous trouviez un peu d'autres occupations. Pour pas que ça tourne uniquement autour d'elle. Ça tourne en boucle par rapport à elle. Parce que c'est bien que vous preniez conscience qu'en étant trop en attente, en lui demandant trop, vous mettez en péril votre relation. Mais vous comprenez sa manière de réagir. Oui. 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 C'était ma question de ce soir. J'entends bien que pour vous c'est difficile parce que, mais c'est-à-dire que vous aimeriez la voir tout le temps, mais elle est le temps. Je dis pas tout le temps. Très souvent. Mais elle est à un moment de sa vie où il y a sa mère qui est présente, qui a besoin d'elle aussi. Et je crois que c'est la chose la plus importante pour elle. Elle sait que sa maman, elle est pas éternelle, et donc. Mais elle me dit, j'ai plus que ma maman. Après, j'ai plus personne. Donc, je le conçois très bien. Je crois qu'il faut que pour le moment, vous n'avez pas d'autre choix, comme vous le dites, que de respecter un peu son besoin de se retrouver, son besoin un peu de solitude. Ouais, elle m'a dit, tu m'étouffes. Il faut l'écouter. Oui, parce que elle peut finir par être fâchée après vous, parce que quand elle vous dit ça, elle vous dit, écoute, finalement, tu comprends rien à ce que je te dis ou quoi ? C'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que même si vous comprenez, vous n'avez pas envie de comprendre parce que vous voulez être avec elle. Donc, pour elle, elle peut se dire, oui, finalement, ce que je lui dis, mes problèmes avec ma mère, mes soucis de dos, il en a rien à battre, c'est lui qui compte. Non, pas du tout. Mais je sais bien. Moi, j'aime aider les gens quand ils ont des problèmes. Oui, mais Rémi, en l'occurrence, pour sa maman, vous pouvez pas faire grand-chose. Pour ses problèmes de dos, non plus. Attendez un peu. Et moi, je pensais que ma présence pourrait lui apporter quelque chose de positif. Moi, je pense que vous avez raison quand vous dites qu'il faudrait que vous trouviez un peu des activités, que vous vous sentiez un peu moins seul et un peu moins désœuvré. Et du coup, vous serez un peu moins sur elle, et à ce moment-là, votre relation, elle sera plus équilibrée. Ouais. Il y a Christine, vous voyez, qui dit « Éloignez-vous un peu, Rémi, pour vous occuper à autre chose, en attendant qu'elle aille mieux, qu'elle est peut-être un peu, qu'elle soit un peu moins fatiguée. » Elle n'arrête pas de dire je suis fatiguée. Oui, elle est fatiguée parce qu'elle s'occupe de sa mère, elle en a plein le dos, quoi. Et avec le soleil, peut-être qu'au beau jour, elle sera différente. Oui, et surtout si vous relâchez un peu la pression. Quelqu'un qui vous dit j'ai besoin d'air, tu m'étouffes, c'est pas en lui envoyant
30 SMS par jour et en lui disant, moi je veux te voir, que ça arrange les choses, au Non, contraire. bien au contraire. En revanche, cette auditrice prénommée Christine dit, un petit SMS de soutien peut être bien, mais n'en faites pas trop, Rémi. Dites, je pense bien à toi, je suis désolée d'avoir été un peu insistant ces derniers temps, prends soin de toi, je pense à toi, à bientôt, voilà, je t'aime, voilà, vous lui dites un petit mot gentil, mais pas plus, d'accord ? D'accord. Et ne le prenez pas pour vous, voyez, elle a besoin. Oui, c'est ça, je le prends trop les choses pour moi. Oui, vous êtes en train de dramatiser, alors que, vous savez, avec ses problèmes de dos et sa mère âgée, je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter que de prendre un amant en ce moment, hein. D'accord ? Donc rassurez-vous. Bon, vous avez répondu à vos questions. Bon, tant mieux. Bonne nuit alors, Rémi. Bonne nuit. Au revoir. À vous aussi. Au revoir, Rémi. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous dis à ce soir, bien sûr. Il est maintenant 1h du matin. Vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, c'est l'histoire de Christophe Ondelat.